Le balado d'aujourd'hui est une présentation de notre partenaire chéri, EasySign, qui est votre solution de signature électronique. Et EasySign, c'est une solution qui est 100% québécoise, qui est vraiment conçue pour votre réalité d'affaires. Écoute, ils ne peuvent pas plus comprendre notre réalité. Tout est fait ici. Le service à la clientèle, c'est un service chaleureux, accueillant, en français, et vous allez avoir des réponses instantanées. Donc, n'hésitez pas à les contacter. Vous leur direz en passant que vous avez entendu parler d'eux au balado. Bonne écoute à tout le monde! Une production du Studio SF. J'ai tombé devant la terre entière, puis je braillais ma vie, là, devant tout le monde. Moi, je vois des gens qui s'arrêtent à ces pièges-là, puis sont comme pognés, tu sais, dans la frustration, dans la négativité, dans la victimisation. Une des choses que mon psychologue sportif m'avait dit, c'est quand tu pointes un doigt vers quelqu'un, il y en a 3 autres qui pointent vers toi. J'essaie de le voir comme ça, comme une chance, malgré tout, parce que ça nous a donné le temps de savourer puis pas prendre rien pour granted. Puis après une compé que t'as mal été ou t'as fini dernière, whatever, elle disait toujours, t'as le droit de pleurer 10 minutes, puis après ça, il faut se relever. En risquant ta vie, en faisant du ski à travers des avalanches, tu gagnes un gros $. Ah! Justine Dufour-Lapointe, bienvenue au balado. Merci. Je suis très contente de t'avoir aujourd'hui. Moi de même. On a eu une conversation, ça fait quoi? Ça fait 10 minutes? 15 minutes qu'on jase. On apprend à se connaître les deux. Et je suis très excitée d'avoir cette conversation-là avec toi parce que, ben, pour moi, t'es comme la cool girl, athlète, haut niveau, une fierté du Québec. Moi, je vais apprendre à te découvrir. Je ne te connais pas beaucoup. Mettons, j'écoute pas les Olympiques à la télévision. Donc, je vais apprendre à te connaître. Parfait, j'adore. Mais juste dans le 5-10 minutes qu'on a commencé à jaser, j'ai aussi découvert la fille qui est très business, planifiée, stratégique. Puis on a commencé à parler juste, mettons, tu sais, justement, là, on veut aller aux Olympiques dans la vie, ça se prépare un plan de 4 ans, préparer des prochaines transitions, etc., etc. Donc, j'ai comme l'impression qu'on va avoir un balado qui va être super intéressant pour les gens pour, tu sais, pour encore découvrir ces grandes transitions de vie puis comment on les vit en tant qu'humain. Mais ce que j'aime beaucoup dans ce que j'ai découvert à date, à l'instant, c'est que tu es quand même une fille stratégique qui planifie ses affaires. 100%. Puis je suis full contente justement d'aller naviguer là-dedans puis aller m'ouvrir à ce niveau-là parce que c'est pas des sujets, mettons, qui sont sexy à dire dans une entrevue typique quand tu vas à Radio-Can ou à RDS. C'est pas genre le sujet principal. Tu sais, on va te demander comme, puis c'était comment ta performance, comment tu t'es sentie en haut. Tu sais, ça s'arrête là. Puis comme, je pense que c'est des sujets qui sont moins sexy, mais que je trouve tellement intéressants puis qu'il y a énormément effectivement de points puis de choses que j'aimerais que les gens puissent connaître puis savoir parce que je pense que c'est vraiment un peu des fois un jardin secret que veux pas j'ai peut-être gardé longtemps dans ma vie, dans ma carrière parce que veux pas c'est un peu des secrets, tu sais. Tu sais, je veux dire, quand tu compétitionnes à un haut niveau, tu veux comme... On a comme une espèce de garde qu'on se met, puis on partage pas tous nos secrets entre athlètes. Parce que ça devient comme notre méthode du succès. Donc, genre. OK. Fait que c'est comme notre playbook à nous. Oui. Okay. Puis on dirait que je suis comme... C'est tellement niaiseux. C'est tellement niaiseux maintenant avec du recul de réaliser que c'est comme ça sert à rien. Puis je pense que le partage, puis justement de pouvoir inspirer les autres à travers nos histoires, notre passage puis notre expérience. Je trouve que c'est tellement plus valable. Puis je suis super contente, justement, aujourd'hui, d'aller là-dedans. Pour ceux qui ne te connaissent pas du tout, en 2 minutes, qui es-tu? Oh my God. OK, 2 minutes, c'est court, mais je suis une ex-olympienne. J'ai participé à 3 Jeux olympiques. J'ai été championne olympique à mes premiers Jeux olympiques en 2014 en ski acrobatique avec
mes 3 sœurs, en fait, mes 2 sœurs, excusez-moi. Ouais, Donc, j'étais comme ça, mais il y était 3 au total. C'est moi qui ai mélangé, mon Dieu. Mais ouais, j'ai participé à 3 Jeux olympiques avec mes sœurs. J'ai vécu une carrière très, très médiatisée, intense à travers tout ça. J'ai vécu des hauts et des bas. J'ai gagné, à certains Jeux olympiques et j'ai aussi tombé à mes derniers Jeux olympiques. Donc, j'ai vécu autant les deux. Puis maintenant, ça fait 3 ans que j'ai décidé, après mes derniers Jeux en 2022, de me réorienter puis changer de carrière complètement puis d'aller dans un sport qui est professionnel, qui s'était jamais fait ici au Québec, au Canada, et de devenir en fait la première Québécoise à aller au Freeride World Tour, qui est un sport de ski libre, qui est un tout autre sport que le ski acrobatique. Puis, je suis devenue championne du monde 2 fois de suite. Donc, c'était aussi une première. Puis, mais voilà, je suis une fille qui aime, je pense, clairement les défis, l'aventure. Puis, je pense que je suis juste passionnée de vivre des choses qui sont différentes, de me lancer des défis dans la vie. Puis je pense que c'est ça un peu qui a été ma grande source de succès dans les dernières années. Puis voilà, je pense qu'au niveau carrière, c'est ça. Puis au niveau personnel, je suis juste une fille qui a une joie de vivre, je pense, puis qui a vraiment du fun dans la vie. Plein de beaux sujets à unpack là-dedans. Tu as parlé de haut et bas dans ta carrière d'ex-olympienne. Puis je savais pas que tu étais ex-olympienne. Je pensais qu'une fois que tu étais olympien, c'était comme pour toujours. Non, t'es olympienne pour la vie, t'as raison, 100%. Okay. Je pense que je le dis juste pour comme mettre en contexte le monde comme... Que tu participes plus activement des Exactement. Jeux olympiques. Je pense que là, les Jeux de Milan arrivent cet hiver, puis le monde sont comme encore en train de me demander « Tu vas-tu aux Jeux olympiques? » Je suis comme « Non. » Comme il y a une confusion encore, parce que je suis encore active, je suis sur mes skis, mais plus dans un sport qui est olympien. Okay. Voilà. Et tu as dit, j'ai eu des hauts et j'ai eu des bas. Ton plus gros haut, mettons, c'est quoi? Ben, c'est sûr que gagner les Jeux olympiques, c'est quand même très haut. Dans la charte des victoires dans mon sport, je pense qu'il n'y a rien d'autre qui bat ça. Quand tu gagnes, est-ce que avant d'y aller, t'es convaincu que tu vas gagner ou ça te surprend un peu que tu as gagné? Moi, ça m'a... Comment dire? Je veux dire, je regarde des photos de moi aux Jeux olympiques, puis je suis comme, comment ça j'avais des doutes, dans le sens que c'était une surprise un peu pour moi, parce que je pense que quand t'es jeune puis tu débutes une carrière, ça arrive très vite. C'est comme beaucoup d'informations. T'es tellement focusé sur faire ta tâche, qui est ce que tu connais le mieux dans le monde, c'est skier. Puis tu penses pas vraiment aux résultats en soi, mais maintenant, avec du recul, j'avais le bib numéro 2. Puis dans le fond, ton bib que tu portes, là, le dossard que tu portes aux Jeux olympiques. Merci d'avoir vu les points d'interrogation dans mes yeux. Le dossard que tu portes, c'est le rang mondial que OK. Fait que c'est pas une surprise. Non, OK, c'est ça. Je pense que c'est une surprise pour moi d'avoir 19 ans puis d'aller à mes premiers Jeux olympiques puis de gagner. Donc, c'était, oui, une surprise dans ma vie de jeune fille, mais je pense que c'était pas une surprise par rapport à mes performances. J'étais rendue là, puis c'est là que j'ai terminé. Mais ouais, je pense que c'est beaucoup d'informations quand tout va vite. Je pense que n'importe quel jeune entrepreneur qui vit un succès, on dirait qu'il ne le voit pas des fois venir peut-être, parce que comme t'es tellement dedans, puis tu travailles fort, puis t'es comme vraiment dans ta place, dans les numéros, puis tu veux juste comme t'améliorer. Puis tu vois pas que comme le succès peut arriver du jour au lendemain. Bien, ça peut arriver du jour au lendemain, mais ça arrive aussi lentement, je trouve. Mm-hmm. Non? Dans le sens que, tu sais, d'un point de vue extérieur, on peut avoir l'impression que ça arrive comme overnight, mais au final, tu sais, ça faisait quoi, 12 ans que tu skiais? T'sais? Exact. Tu sais, genre, exactement. Je pense que comme, tu le vois pas. T'as commencé à quel âge? J'ai commencé des compés à 8 ans. OK. Puis ça n'a pas été long qu'à 13 ans, je pense, j'étais sur l'équipe du Québec. Après ça, à 15 ans, j'étais sur l'équipe nationale. Excusez-moi, pardon. Cadran. Pourquoi ça s'appelle un cadran? En plus, les petits oiseaux. Oui. C'est comme moi, je me sentais soudainement au Costa Rica dans une rainforest. Oui. En fait, maintenant, c'est drôle. OK, sujet à part, là, je vais être comique, là, 2 secondes, mais je mets mon cadran, mais c'est pas mon cadran. Là, c'est juste qu'on dirait que je suis plus capable de l'annuler. Fait que je le déplace toujours plus tard pour pas déranger. Mais bref, j'ai mis des oiseaux
parce que je trouvais ça trop harsh de me faire réveiller par une alarme de train. Genre, non, merci, je peux Une pas. alarme de train? Tu sais, là, tu sais, c'est comme, non, là, genre, c'est non pour moi. Fait que là, j'ai mis des oiseaux. Mais là, je suis rendue affectée par le bruit des oiseaux. Dans le sens que je vais dans n'importe quelle autre place dans le monde, puis t'es couché, blablabla, puis t'as peut-être la fenêtre ouverte, puis t'entends un oiseau. Oublie ça. Genre, je suis sensible aux oiseaux. Fait que c'est comme une déformation de cadran. Ne mettez pas des oiseaux. Vous allez t'empêcher de dormir si vous entendez des oiseaux, puis tu veux pas entendre des oiseaux, là, maintenant. Là, je suis comme, bref. C'est tellement drôle. Puis en plus, quand t'as dit, là, je vais être comique pendant 2 secondes, j'étais comme, là, elle va raconter quelque chose, puis ça va pas être drôle. Mais je trouve ça très drôle. Bravo. 10 sur 10 comme anecdote. Merci. Donc, revenons-en à ta carrière d'Olympienne. Puis, admettons, c'est quoi de ces Jeux olympiques-là ou de ta préparation, de ce mindset-là, qu'est-ce que tu as retenu vraiment que tu appliques encore aujourd'hui de cette époque-là? Oh, wow. Il y a beaucoup de choses, on dirait, là, c'est comme... J'ai genre 10 000 idées en tête. Mais je pense qu'en fait, ça a forgé un peu mon processus d'apprentissage, mon processus de... J'aime ça. Comment attaquer un nouveau défi dans la vie, comment attaquer un nouveau projet. Je pense que quand tu commences à la base, c'est un peu là que tu forges la personne que tu vas être pour attaquer n'importe quelle idée que tu as en tête. Puis, veux pas, les premières années sont très formatrices. Puis, c'est vraiment là que tu te développes en tant qu'humain, que oui, businesswoman. Puis, je pense que j'ai énormément appris sur moi à vivre. Veux pas, je pense qu'être athlète, t'es face à toi-même à tous les jours. Puis il faut que tu apprennes rapidement à te retourner sur toi-même parce que veux pas, tu as une carrière, c'est court, puis tu veux performer, tu veux vraiment donner ton 100%, mais il va y avoir des hauts puis des bas, il va y avoir des contre-performances à travers tout ça. Puis comment tu réussis à te relever le lendemain puis compétitionner parce que tu as une autre compétition qui arrive. Puis c'est à quel point que tu apprends à te retourner rapidement. C'est ça, je trouve, que j'ai appris. Surtout, tu sais, j'avais... Okay, mettons, tu parles de retourner rapidement. Moi, c'est quelque chose qui me fascine, justement, parce que je trouve que dans le sport, plus que dans n'importe quelle autre discipline de la vie, j'ai comme l'impression que c'est quasiment ça qui est le plus apparent, là, comparé à tous les autres corps de métier. Qu'est-ce que Justine Dufour-Lapointe se dit dans sa tête quand elle n'a pas une bonne performance? Est-ce que, mettons, ton self-talk, ça ressemble à quoi? Tu sais, tu dis-tu, moi, mettons, je fais quelque chose d'un peu tweet, là, je vais me traiter de conne, là. Je pense que j'ai appris à pas le faire rapidement parce que, justement, c'est comme un dead end. Tu t'en vas nulle part. Comme tu te feras pas du bien. Puis je pense que, oui, il y a une partie de moi qui va le faire, qui va comme rapidement, tu sais, nos automatiques de se juger, de se taper sa tête, de comme faire tabarnak esprit, nanana, puis tu sais, le temps qui part en vrille. Mais je pense que rapidement aussi dans ma jeune carrière, j'ai appris que ça m'aidait pas, ça me servait pas. Mais comment tu l'arrêtes, mettons, si tu spins comme ça, t'as-tu je pense que c'est rationaliser les choses, OK, comprendre pourquoi une chose est arrivée. Pourquoi une contre-performance m'est arrivée. Puis de la décortiquer, puis de la mettre un peu genre sur papier, puis de le voir comme, OK, pourquoi j'ai réagi de même? OK, parce que j'étais vraiment stressée. Mais qu'est-ce qui me rendait stressée? Bien, j'avais un doute sur mon saut. Ce matin-là, je me sentais pas 100% prête. OK, pourquoi je me sentais pas 100% prête? Parce que la veille, j'avais eu un entraînement un peu de marde, puis le saut glacé, il me faisait un peu peur. Mais je l'ai pas dit à mon coach ce matin-là. OK, pourquoi je l'ai pas dit? Bien, parce que j'aime pas ça me rendre vulnérable. Tu sais, tu comprends-tu? Tu viens à tellement décortiquer la chose que tu apprends, t'es comme, OK, finalement, c'était ça. Puis c'était pas si gros que ça. Puis là, t'es comme, OK, bon, ben finalement, cette épreuve-là m'a appris qu'il faut que je m'ouvre plus. Il faut que je dise comment que je me sente. Puis il faut que j'arrive à m'être vulnérable avec mes coachs pour qu'ils savent quoi me dire au bon moment pour désamorcer une bombe qui n'aurait pas dû avoir lieu d'être. Fait que wow! Ça... Tu vois, il y a toujours un moment dans les épisodes où je tombe profondément en amour avec mes invités. Et là, avec toi, c'est à ce moment-ci. Oh! Si. Mais c'est tellement hot, cette notion-là, comment tu réussis pour le faire
Puis ça, mettons, ça, tu le fais comme en post-mortem avec ton coach, il va te pousser là, ou même, il faut que tu apprennes ce réflexe mental-là de le faire, toi, avec toi-même? Je pense que dans ma jeune carrière, au début, je le faisais plus via l'entremise d'aide de mes coachs. Puis plus que je grandissais, plus que je vieillissais, plus que je le faisais par moi-même. Puis veux pas, tu sais, j'ai toujours eu un psychologue sportif qui m'a épaulé, qui m'a encadré depuis que j'avais 16 ans. Donc, le processus se faisait avec quelqu'un toujours. Puis à un moment donné, ben, ça se fait tout seul. Le muscle est développé. Puis c'est vraiment ça, la magie de... Puis je pense que c'est pour ça que... Moi, j'essaie de le dire toujours aux gens, je suis comme, arrêtons de se taper sa tête. C'est comme, l'erreur est tellement humaine, puis il faut comme l'accepter telle qu'elle est, puis de voir que comme c'est correct, comme il fallait que je le vive pour le comprendre. Là, c'est fait. Puis évidemment que l'erreur, si elle se reproduit 10 fois de suite, là, peut-être qu'on pourrait se poser plus de questions, mais je pense que comme quand ça arrive une fois, c'est juste comme de le voir positivement, puis c'est comme ça que j'ai fait à travers toute ma carrière, de le voir de cette manière-là. Puis veux pas, OK, oui, là, je l'ai appris cette fois-ci, puis veux pas, ça va peut-être arriver que dans 2 ans ou 3 ans, je refais la même erreur, mais comme clairement, comme fallait diguer encore plus loin, puis c'est peut-être pas assez clair pour moi. Puis je pense que comme de le voir de cette manière-là, ça te rend service, ça te fait du bien, puis je pense que c'est comme ça que moi, en tout cas, personnellement, je vois l'échec, puis les erreurs pour justement comme mettre ça plus fun dans nos vies, tu sais. Je pense que vraiment de les déconstruire, puis d'aller... Mais, puis, mettons, dans l'exemple que tu as donné, il y avait... En fait, comment tu expliquais une contre-performance X, là, c'était pas dans l'aspect technique de la chose, c'était vraiment dans l'aspect psychologique. Oui. Dans une contre-performance, l'aspect psychologique, c'est quoi? C'est 100%, mettons... Oh mon Dieu! Rendu quand on est le bib numéro 2 au monde, j'imagine que côté technique... Tout le monde est bon. Rendu là, tout le monde est bon. Ouais. Comme tout le monde est au même niveau, selon moi, tout le monde peut gagner. T'arrives pas à un niveau d'excellence à ce niveau-là sans avoir mis les heures. Fait que déjà là, on est tous dans le même bain. La seule vraie différence, c'est vraiment qu'est-ce qui se passe ici. Point. C'est qui, ce matin-là, qui va s'être levé puis s'être dit, moi, c'est aujourd'hui que je gagne. Pas vrai, c'est simple de même. Puis à la fin, c'est ça que je savais, qui était comme tellement, même quasiment overwhelmant pour moi, de réaliser que t'es comme, c'est vraiment juste là. C'est moi faut qu'il décide ce matin-là d'être à ce niveau qu'il veut gagner, mais qu'il va gagner. Comme t'es vraiment dans un espèce de second monde, deuxième sens pour comme... Veux pas, t'es jugé. Il y a des gens en bas qui te regardent, qui ressentent, Fait qu'il faut que tu te mettes dans l'idée que t'es une gagnante. Puis c'est vraiment vrai. Puis je pense que comme... On dirait que au début, tu le fais sans t'en rendre compte Puis tu mets ça beaucoup sur des superstitions, de dire, ben parce que j'avais fait ça, j'ai gagné, mais non. Tu sais, c'était vraiment parce que comme ce matin-là, t'as mis tes bas qui te rendaient heureuse, puis juste ça t'a mis dans un good mood, puis ça t'a mis dans un aspect d'être comme crime. Je suis sécure dans mes bottines, je suis prête, let's go, puis c'est ça, mais on pense que c'est de la superstition, mais au contraire, c'est vraiment plus toi qui décides qu'on pense. Puis veux pas, tu peux être affecté par plein de paramètres dans ta journée, puis ces paramètres-là, c'est à toi de les désamorcer. De les voir arriver, puis d'être comme, OK, ça, c'est un test là, qu'on me donne pour me rendre frustrée, parce que là, j'arrive en haut du parcours, puis pour X raison, le gars qui est censé me coller est pas là, puis là, tabarouette, je suis censée être frustrée, puis non, on chill, on reste dans notre zone. Qu'est-ce que tu veux dire? Je le vois comme un test. Ouais. Mettons, t'as comme l'impression... Comment tu le joues dans ta tête, c'est... Dieu m'envoie un test, puis là, faut que je réponde bien à ce test-là. Puis si je gagne toutes ces micro-étapes-là, je vais gagner l'étape... Ben, peut-être que c'est moi qui s'est mise dans cette idée-là. Mais oui, je pense que oui. Les narratifs qu'on se construit dans notre tête, justement, Je pense que comme c'est des pièges, tu sais, c'est comme si... Des fois, je vois des gens qui s'arrêtent à ces pièges-là, puis sont comme pognés, tu sais, dans la frustration, dans la négativité, dans la victimisation. Puis je pense que c'est quelque chose qu'on voudrait vite, j'ai compris dans ma carrière que je peux pas pointer du doigt. Comme une des choses que
mon psychologue sportif m'avait dit, c'est quand tu pointes un doigt vers quelqu'un, il y en a 3 autres qui pointent vers toi. Puis ça arrivait souvent quand tu arrives dans des situations où tu travailles avec d'autres gens. Tu sais, j'étais pas seule, là, il y avait une équipe. Fait que quand tu pointes du doigt, mais là, mon coach, il m'a pas dit la bonne affaire, puis tatati, tatata. Ouais, mais toi, est-ce que tu as été capable de communiquer? Est-ce que toi, tu en as parlé avant? Qu'est-ce que toi était ta charge de responsabilité dans cette histoire-là? Puis je pense que quand tu réalises que tu as 100%, en fait, principalement toutes les responsabilités, ben c'est tough à entendre, mais en même temps, ça te donne tellement de pouvoir. Oui, d'empowerment, c'est ça que je me disais. Parce que, puis ça m'a tellement enlevé un poids sur ses épaules d'arrêter de juger, d'arrêter de dire, ben là, j'ai tombé à cause de vous autres. C'est pas vrai. J'ai tombé parce que c'est moi qui étais peut-être confuse, qui avait des doutes, qui n'était pas prête à 100% mentalement, qui n'avait pas fait assez d'heures de visualisation. Je sais pas, tu sais, il y en a tellement. Mais je pense que, veux pas, dans tout domaine, on a toujours une part de responsabilité à prendre. Puis ça fait peur au début. Je te dirais que ça a été un processus pour moi, tu sais, d'apprendre que comme s'il y a quelque chose qui ne fit pas dans... Puis à un moment donné, je me souviens, je m'en allais à mes 3e Jeux olympiques. Puis j'étais comme, il y a quelque chose, il me manque quelque chose. Puis je suis comme, j'ai pas envie d'être la fille dans 4 ans qui va être frustrée parce que comme mon coach m'a pas donné ce que je voulais, tu sais. Comme il y avait quelque chose qui me manquait dans mon environnement. Tu sais, chaque entraîneur t'amène différentes perspectives. Puis des fois, j'étais dans un milieu très masculin, très homme. Puis j'étais comme, il me manque de la sensibilité, il me manque de la profondeur émotionnelle, genre de comprendre pourquoi je fais les Jeux olympiques une 3e fois. Pourquoi je veux faire ça. Puis on dirait que j'avais des discussions avec moi-même, mais j'avais personne avec qui en parler. Fait que là, j'allais me trouver quelqu'un que je connaissais bien, qui était dans ce domaine, qui était plus un coach professionnel, qui était plus nécessairement dans le sport, mais qui était rendu dans un monde plus professionnel. Fait que je me suis entourée d'un coach professionnel. Okay. Puis là, ça s'était jamais vraiment vu. Puis j'étais comme, j'ai besoin d'avoir ces discussions-là de comme, pourquoi je veux encore me rendre à mes 3e Jeux? C'est quoi mon why, tu sais? C'était quoi, finalement? Honnêtement, c'était le but de me pousser, de me réinventer, puis d'aller toucher une partie de moi que j'avais pas encore touchée, qui était plus ma sensibilité, ma vulnérabilité, puis d'aller amener Justine Dufour-Lapointe comme un autre visage qui était... Tu sais, je pense que quand tu as réussi une fois, là, mes 2e Jeux, j'ai fini 2e, il y a beaucoup de pression, mais comme c'est facile de te donner comme un chiffre, de te donner comme, OK, ben je veux avoir une médaille, je veux avoir un autre, mais à la fin de ma carrière, c'était plus tant ça qui m'excitait. C'était plus tant une médaille que je recherchais, mais qu'une sensation de plénitude, de bien-être que je recherchais. Puis c'était vraiment ça, le but de ces 3e Jeux-là. Puis... Mais mettons, justement, quand on fait nos premiers Jeux olympiques, on gagne la médaille d'or. Les 2e Jeux, on gagne la 2e place. Est-ce qu'on voit ça? Parce que, mettons, moi, je gagne une 2e médaille, une 2e place aux Jeux olympiques. C'est genre la plus grande, c'est la plus belle journée de ma vie. Là. Mais toi, est-ce que tu vis ça comme un échec ou tu le vis comme un espèce de gros succès de, je peux pas croire que 2 ans, tu sais, comme 4 ans d'intervalle, puis... Moi, je l'ai vu comme un échec au début. OK, c'est ce que je me disais. Oui. Puis ça m'a pris quand même plusieurs années avant de me donner le droit de comme... Années? Ouais, à me dire, hey, pour vrai, c'était tellement pas un échec. Pour vrai, c'était tellement pas un échec. Comme tu déclic que tu as eu, que tu as fait? Je pense pas qu'il y a eu un déclic, mais je pense que ça s'est fait au fil des ans d'être comme, à quel point je me suis tapé sa tête pour une 2e place aux Jeux olympiques, à quel point je suis une déformation professionnelle. Ça, c'est clairement ça, là. Comme, on met tellement d'importance sur une médaille, comment que comme la vie va changer quand tu vas gagner ta médaille, que comme c'est ça qui te définit. Puis je pense que c'était pour ça mon processus après, dans mes 3e Jeux, d'être comme, hey, j'ai pas envie de revivre ça, là. Parce que ça t'a pas mis dans un goût de... Tu repars de là, puis t'es pas... ton niveau de bonheur est pas maximal. Ben non, puis t'es comme... Voyons, comme j'ai tout mis mes efforts pour finir première, puis là, je finis 2e, puis c'est un échec.
comme à quel point, comme si je finis le 3e, ça va être terrible. Comme c'est fini, c'est terminado. Tu te le permettras jamais. On dirait que c'était pour ça que je m'en allais à mes 3e jeux. Puis je suis comme, moi, ça me tente pas là, de finir ces 3e jeux-là puis d'être comme définie par une position. Comme, je fais pas ça pour ça, je fais ça parce que j'aime tellement mon sport, puis j'aime tellement me pousser à tous les jours, puis j'aime tellement apprendre sur mes skis. Ça, je n'ai pas envie de teinter cet aspect-là de ma vie, tu sais, puis de me définir par un numéro, par un chiffre, ça m'a pas donné, ça m'a pas rendu service, puis là, je le vois. Fait qu'on dirait que c'était ça, ma quête dans ces 3e jeux. Puis finalement, à ces 3e jeux, j'ai tombé. Oh. J'ai tombé devant la terre entière, puis je braillais ma vie, là, devant tout le monde. Puis je pense sincèrement que vu que j'avais fait tout le travail personnel, ils m'ont moins affectée que mes Jeux olympiques où j'ai fini 2e, tu sais. Parce que j'étais prête à... Puis j'étais bien avec moi-même, puis j'étais comme, tu sais quoi, c'est pas vrai. C'est pas vrai que même si, oui, j'ai tombé, c'était pénible, puis c'était difficile, puis c'était vraiment une grosse épreuve personnelle de vivre une aussi grosse... Mon Dieu, situation où tu te plantes devant tout le monde, devant les caméras, puis t'es comme, wow, comme je suis une failure, je suis un échec, tu sais, dans ta tête, là, c'était vraiment ça ma première pensée. Puis, tu sais, j'ai tombé en plein milieu de la piste, puis je me relève parce que j'avais perdu un bâton, puis là, je suis comme, oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais là, genre? À quel point, ça fait 4 ans que je travaille pour ça, puis là, c'est terminé. Genre, tu sais, genre, j'ai eu le moment, là, j'étais debout, là, puis là, je suis comme, oh mon Dieu, je peux pas croire, c'est ça, là, qui vient d'arriver, je l'avais pas du tout anticipé. Puis là, j'avais comme un petit 2 minutes parce que, genre, mon bâton était plus haut, puis là, il y avait un volontaire qui est arrivé, un bénévole, puis qui ramenait mon bâton, puis bref, ça y prenait 1000 ans parce qu'il savait pas skier, genre. Fait que là, j'étais là, non, putain, qu'est-ce que je fais? Puis il y a eu un moment de clarté grâce à sûrement lui qui m'a donné le temps de penser 2 secondes. Puis je suis comme, je peux pas abandonner, là. Je peux pas, parce que évidemment que mon envie première était d'aller me cacher en dessous de mes couvertes dans ma chambre, puis juste comme partir sur le bord de la piste, puis courir, m'enfuir. Puis je suis comme, non, je peux pas terminer ça de même. Je vais le terminer, ma run olympique, de la façon que moi, je voulais la finir. C'est sur mes 2 pieds, avec toute la fierté, avec tout le travail que j'ai fait. Je peux pas comme abandonner de même. Tu sais, c'est quel message ça donnerait? Puis, bref, j'ai repris mon bâton, puis j'ai fait comme, non, je vais finir, puis je vais savourer chaque seconde qui me mérite, que j'ai le droit de vivre. Puis j'ai fini ma descente. J'ai skié avec sûrement les larmes aux yeux, mais comme j'ai donné mon cœur là, dans toutes les dernières bosses qui me restaient. Puis je suis arrivée, j'ai traversé la ligne d'arrivée. J'ai salué tout le monde. J'étais en larmes, là. Je braillais, là. J'étais comme, mon rêve olympique est terminé, je viens de tomber. Mais je suis comme, je peux pas dire aux gens que c'est ça la finalité, que tu tombes puis tu devrais juste te cacher. Puis j'ai juste comme salué, puis j'ai dit merci à tout le monde de m'avoir supporté, puis je vous aime. Puis je braillais pareil, puis j'étais quand même déçue, mais comme... Bref, après ça, je suis partie me cacher, je suis partie donner, voir ma sœur qui était là. Elle m'a supportée, j'ai braillé dans ses bras pendant comme 20 minutes, une demi-heure, puis là, c'était Maxime qui était là, puis elle était comme, là, Jou, t'as pas le choix, là, faut que t'ailles parler aux médias, là, comme ils veulent savoir qu'est-ce qui se passe, tu sais, puis j'étais comme, oh my God, je peux pas, comme c'est trop, tu sais, c'est too much, tu sais. Fait qu'elle m'a donné, je te dirais, le courage de, OK, non, faut que j'y aille, puis finalement, j'ai fait mes entrevues, puis j'ai juste comme dit, hey, pour elle, j'ai tombé aujourd'hui. Comme c'est ça qui s'est passé. Je suis désolée, mais comme, c'est des choses qui arrivent, mais... Puis bref, finalement, j'ai eu tellement de messages après qui étaient de comme, wow, enfin, on voit une athlète qui est vulnérable. Wow, enfin, on voit quelqu'un qui tombe, mais qui nous apprend à se relever puis à continuer. Puis genre, moi, je l'avais pas vu de même, là. Moi, je l'avais pas vu de même pendant toute une seconde. Puis finalement, j'ai tellement eu d'amour, tellement eu de support, tellement eu de gens qui ont dit à quel point ça les a inspirés de se dire comme, ça va arriver, on va tous tomber à un moment donné. Moi, ça s'est passé devant tout le monde, mais on n'a pas le choix de se relever puis continuer, tu sais, dans le fond,
Puis c'est pas comment qu'on tombe, mais c'est comment qu'on se relève qui nous définit vraiment. Puis c'est ça que j'ai appris à mes derniers jeux. Et aussi difficile que ça a été, aussi incroyable que ça a été comme expérience de vie. Mais c'est... tu m'as tellement touchée. C'est rare que je pleure, puis tu m'as fait pleurer. En fait, ton storytelling est 10 sur 10. En plus, sur cette histoire-là, bravo. Mais, tu sais, on sentait... J'étais tellement engaged avec l'émotion de, comme, on va l'avoir, puis tu sais, parce qu'il doit y avoir une portion de toi, quand même, où ce que... On dirait que l'émotion qui me venait, c'était... Quand tu tombes, c'est comme un peu une humiliation, mettons. 100%. Oui. Le feeling... T'es né, c'est comme si t'es un athlète, t'es né pour performer, t'es né pour comme gagner. Puis là, tu gagnes pas. Tu fais tout sauf ça. Puis on a une culture, veux pas, d'excellence. C'est ça ton but dans la vie, c'est de réussir. Il n'y a pas d'autre option, tu sais. Puis je pense que... c'était la première fois aussi, moi, que je me permettais d'accepter que c'est pas nécessairement que ça le but d'être athlète. Tu sais, le but, c'est aussi ça, c'est d'être un bel humain qui va grandir, qui va apprendre à se découvrir. Puis autant que c'est beau gagner, puis c'est magnifique, puis c'est incroyable comme sensation qu'il n'y a pas juste ça. Puis je me suis tellement plus découvert à travers cette expérience que gagner. Puis maintenant, j'ai la forte pensée que tu peux pas gagner tant que tu sais pas perdre. Dans le sens que si t'es pas capable d'apprécier une défaite telle qu'elle est, tu peux pas apprécier une victoire. Dans le sens qu'avant, je pense que j'appréciais même pas quand je gagnais. Genre, j'étais comme pas capable de concevoir. Ouais, ça, je comprends. Mais qu'est-ce que tu veux dire par apprécier une défaite? Ben, apprécier qu'elle a été là dans ta vie pour une raison, puis qu'elle t'a fait évoluer, qu'elle t'a fait grandir, puis qu'elle t'a fait devenir une meilleure version de toi-même. Puis je pense que quand tu vois la défaite négativement dans ta vie, c'est un goût amer, que tu la vois puis tu veux pas y penser, ben c'est parce que t'es pas encore 100% prête à pouvoir apprécier une victoire aussi telle qu'elle est, dans le sens que c'est comme on dirait un équilibre. Tu peux pas juste voir la victoire comme c'est ça qui va te remplir dans la vie, parce que je pense que c'est comme un trou sans fin, comme une quête qui tu vas spinner dans ta wheel forever. Puis je pense que c'est de trouver cet équilibre-là qui te permet d'apprécier beaucoup plus les bons coups que tu réussis à faire. Je comprends que, justement, it's part of the journey, oui. Dans le sens que, on l'a vu passer, là, mettons, je l'ai vu passer une couple de fois sur Instagram, là, mais c'est pas les stats de Djokovic qui partageait qu'il avait perdu comme 47% des ou 53% des points qu'il a joué, mais au final, il a gagné comme 60% des parties. Puis, fait que, quand tu dis au final, une fois sur deux, il manque sa shot. Puis au final, c'est quand même un des meilleurs joueurs mondiaux de tennis qu'on n'a jamais connu. Là, 100%. Puis c'est comme si c'était une surprise, tu sais, que il va en avoir comme des chutes, des défaites, puis des moments tough. C'est juste qu'on les voit pas pour l'œil extérieur du public ou whatever. Mais il y en a tout le temps. Puis je pense que tu réalises qu'un grand athlète, en fait, c'est pas ça qui le définit, c'est sa capacité de rebondir tout le temps. OK, parfait, on rechange de ne pas avoir peur de se réinventer puis d'accepter ces situations-là qui semblent tellement personnelles, mais qui ne le sont pas tant. Quand on parlait que tu avais appris à déconstruire pour mieux comprendre, quand tu déconstruis cette journée-là où tu tombes devant la planète Terre au complet, c'est quoi le processus? T'es arrivé à quelle conclusion, mettons? La conclusion, mon Dieu. C'est parce que
Non, je me disais, c'est parce que ta paire de bas préférée était pas disponible, mais j'étais comme non. Elle est aux Olympiques, c'est sûr qu'elle a. Clairement pas. Oh my God, ça serait un long podcast, honnêtement, si je me rends là-dedans, là, parce que tu as vu ma façon de penser. Là, oui. Je décortique en s'il vous plaît. Mais en gros, je m'en allais faire un nouveau saut qui était un Cork 7 que j'avais jamais performé dans mes Jeux olympiques avant. Puis ça, c'est un gros processus. Quand tu arrives, tu définis une run olympique avec tes sauts. Bref, le saut est très important. Puis on veut un taux de réussite à l'entraînement, genre de 99,9 %. Comme si tu vas au jeu avec, il faut qu'il soit. Est-ce que tu es sûr? Sûr à 100 %, tu sais. Puis en tant que tel, aux Jeux olympiques, j'ai fait mon cork. Je l'ai atterri. Fait que mon but, c'était vraiment de faire mon cork au jeu. Puis je l'ai fait. Mais je suis tombée une bosse après, tu sais. Fait que ça, c'est quand même assez comique, tu sais. Mais avec du recul, je suis comme, ben finalement, mon objectif, c'était de faire un cork. Puis je l'ai fait, tu sais. Done. Check. Fait que, tu vois, je me suis donné un peu de crédit. Mais, puis je suis quand même vraiment en paix maintenant de plus en plus. Mais je pense qu'en gros, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses qui se sont passées behind the scene avec la COVID, qui ont vraiment pas aidé la préparation de beaucoup de gens. C'est un milieu très anxiogène. Tu sais, on dirait que je suis comme, honnêtement, un peu tannée d'en parler de la COVID parce que comme tout le monde est tanné, mais ça nous a énormément affecté autant dans les business que pour nous, nos préparations pour se rendre aux Jeux olympiques. Un environnement super stressant de dire comme, tu veux pas te pogner la COVID avant d'aller aux Jeux olympiques, mais comme la COVID, c'est comme, ben oui, il faut que tu ailles aussi aux États-Unis la semaine prochaine, puis que tu reviennes en avion, puis que tu passes Noël tout seul dans ta chambre à comme 3 semaines des Jeux olympiques. Tu sais, c'est comme beaucoup de pression. Tu sais, c'était pas nécessairement l'environnement le plus favorable pour performer en Chine et tout. Fait que je te dirais que j'avais beau comme vouloir vraiment tout faire. Je pense que j'ai trouvé ça mentalement très difficile, puis j'étais drainée. Puis quand je suis arrivée en haut, c'était comme, OK, je suis censée être prête, mais comme, t'as plus de jus, là. OK. Donc, en gros, ça serait ça si j'essaie de te donner la version courte. Parce qu'en fait, tu sais, il existe notre carrière professionnelle, mais il y a aussi toute la vie, qui est tout ce qui est le personnel aussi. 100%. Tu sais, ça doit avoir un immense impact. Pareil, là, dans le sens que... Oui, puis je pense que c'est de plus en plus... Tu chicanes avec tes parents cette journée-là. Oui. Je pense que comme l'environnement externe est très, 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 très important. Puis pour moi, tu sais, je l'ai tellement vécu quand ma mère, elle a été diagnostiquée avec son cancer des poumons. Ça, c'était quand, ça? En 2017. C'était comme 1 an, dans le fond, avant les Jeux, mes 2e Jeux olympiques. Okay. Puis ça a tout changé dans ma vie. Puis c'est là que tu réalises à quel point comme ta vie personnelle est bien plus importante, à quel point ça fait plus son sens. Tu sais, c'est comme tes repères de vie, de comme, OK, mais à quoi bon, tu sais, skier? Puis en même temps, comme c'est vraiment des choix déchirants que de partir longtemps puis de revenir dans des traitements de chimio. Fait que c'était vraiment des années très, très difficiles. Puis ça s'est échelonné sur 7 ans. Donc, très, très difficile, mais en même temps, maintenant, avec du recul... Là, mettons, ça s'est échelonné sur 7 ans et maintenant, elle va bien? Non, ma mère est décédée l'année dernière. Mais, ouais, non, elle est décédée, malheureusement, après 7 ans de combat. Puis, tu sais, je pense que veut pas, ça a été une expérience extrêmement difficile de vivre les deux en même temps, de devoir continuer de performer, continuer de partir, continuer d'être dans la grosse performance à tout prix. Puis en même temps, ton côté humain, ta vie personnelle est complètement déboussolée. Donc oui, ça a été ça, une grande expérience de vie de dire, OK, ouais. Puis est-ce que c'est un sujet dans lequel tu es confortable d'aller? OK. Comment... Est-ce que c'est une longue descente aux enfers de 7 ans ou, admettons, durant 6 ans, ça se passe relativement bien, puis à un moment donné, ça s'accélère, puis là, ça devient plus le fun pour personne? Ça a été un périple qui a été rempli de hauts puis de bas. Dans le sens que, comme, il y a eu j'ai l'impression, le choc, la nouvelle. Tu sais, ça, c'était d'apprendre que ta mère a le cancer. C'est comme d'apprendre que, bon...
ta vie sera plus jamais la même. Ma mère sera pas là pour voir mes enfants. Ma mère sera pas là à mon mariage. Comme toutes ces là, cette réalisation-là, là, c'est comme ça s'est échelonné sur 7 ans, mais veux pas comme c'était des deuils sans arrêt. Puis ma mère, elle a eu des traitements, ça a évolué. Il y a eu des moments où on a trouvé des médications incroyables qui l'ont permis, qui ont donné un boost incroyable, que comme il y avait plus de cancer. Puis là, finalement, comme pendant 1 an, tout était beau. Puis 1 an plus tard, c'est revenu. Fait qu'on a comme eu des hauts et des bas énormes. Des moments que tu étais comme, OK, ben je pense que ça va se terminer. Finalement, ça revient pas. Puis, tu sais, c'était très, très difficile. Le gros roller coaster d'émotions. Fait que, d'une part, ça nous a préparés, je pense, au départ de notre mère. Tu sais, mes sœurs puis moi, on était excessivement proches de notre mère. Là. C'était comme le centre de notre famille, puis le cœur de nos valeurs, de qui on est. Fait qu'elle était présente dans notre vie tellement. Elle a été notre agente, elle a été notre fan numéro 1, mais dans le sens que comme elle était très présente dans nos vies, puis je pense que comme c'était une des plus grandes pertes de ma vie que je vais avoir vécu, je pense, parce que on était tellement soudés, puis je pense que le fait que ça s'est échelonné longtemps, je pense que ça nous a aidés malgré tout comme à passer au travers du deuil. Comme maintenant, aujourd'hui, ça fait presque 1 an et demi qu'elle est partie. Puis je veux dire, c'est encore très difficile à ce jour. Puis ça va l'être peut-être encore vraiment longtemps. Mais je pense que comme ça nous a permis de saisir des moments avec beaucoup d'intention, qu'on a profité vraiment de notre mère jusqu'à la dernière seconde. C'est comme, on n'aurait pas pu faire mieux. Puis c'est ça que j'essaie de me dire. Oh, puis wow. comme on a vécu tous ces rêves qu'elle voulait vivre, on a été au Bahamas, c'était ça qu'elle aimait le plus avec elle. Puis je pense que d'une part, ça me réconforte. Puis je pense que comme j'essaie de me trouver chanceuse parce qu'il y a des gens qui perdent leurs parents du jour au lendemain. Puis je pense que aussi pire que c'était de vivre dans la maladie, c'était quand même aussi... En tout cas, j'essaie de le voir comme ça, comme une chance, malgré tout, parce que ça nous a donné le temps de savourer puis de pas prendre rien pour granted. Puis je pense que comme veux pas, autant que je m'ennuie d'elle encore à ce jour, puis j'aurais préféré que ça soit pas ça, mais on a saisi l'opportunité qu'il y avait à saisir à ce moment-là, puis on a créé des souvenirs qui m'habitent puis qui font du bien à ce jour, tu sais. Mais je trouve ça tellement beau comment tu le dis, que justement, vous avez comme, tu sais, on dirait que tu vois l'émotion que je ressens chez toi, c'est la fierté quand même à travers ça. La fierté d'avoir, justement, là, tu sais, de... Mais je pense que comme, veux pas... d'avoir fait les bonnes choses, là. C'est juste d'essayer d'être une bonne personne, d'essayer de prendre les bons choix, de faire du mieux de chaque situation. Je pense que ça fait partie vraiment des valeurs que notre mère nous a inculquées. Puis je pense que c'est ça qu'elle a toujours fait, puis qu'elle nous a clairement appris à faire, mes sœurs et moi. Puis malgré tout, on contrôle ce qu'on peut contrôler sur cette terre. Autant qu'on voudrait donc que comme ça soit un chemin, un fleuve tranquille. Puis c'est ça que j'ai appris dans cette situation-là. C'est qu'on n'est pas à l'abri de personne. Puis que je le veuille ou non, le passage d'avoir vécu le cancer dans ma vie, avec ma famille, aussi terrible que c'est, puis je le souhaite tellement à personne, puis c'est vraiment, vraiment horrible. Mais ça m'a appris à devenir une meilleure personne, d'être une meilleure version de moi-même. Genre, je suis beaucoup plus sensible, empathique. Pourquoi tu dirais? Ben parce que veux pas, je pense que quand tu vis quelque chose de difficile, tu réalises que comme
tout le monde en vit. T'es pas la seule. Puis comme, je pense que quand tout va bien, ben, t'es loin de ça. Tu peux pas réaliser à quel point c'est tough, tu sais, de savoir que comme ta mère est sur un lit d'hôpital, puis toi, t'es en train de skier à l'autre bout du monde, comme à quel point comme la vie, c'est fragile, puis que tu peux vite tout perdre, ce qui compte vraiment à tes yeux. Puis je pense que comme de réaliser que justement, je pense qu'on n'est pas seul dans tout ça. Puis quand tu vas à l'hôpital entre 2 camps d'entraînement, puis que tu vois plein d'autres gens, puis t'es comme, OK, il n'y a pas juste moi puis mon petit monde, là, puis avec mes petits problèmes à moi, comme on en a tous. Puis on a, tu sais, à toutes sortes d'échelles. Puis qu'il n'y a pas un problème plus gros ou plus petit qu'un autre. Tu sais, je pense que comme chacun, on a nos vies, puis nos tracas, puis je pense que comme ça m'a amené une sensibilité, puis une ouverture d'être comme moins peut-être centrée sur juste moi-même, parce que veux pas, quand t'es athlète, on est comme vraiment forcé à penser juste à ça, là. À nous, notre performance, notre cocon, notre environnement, blablabla, mais comme, hey, il y a plus grand que nous aussi, tu sais. Puis je pense que comme ça m'a permis aussi de connecter plus avec cette vulnérabilité-là qui est importante, en fait, pour moi, m'aider à performer mieux. Parce que si je mentais à moi-même, puis j'étais comme, non, tout va bien, ben je m'aidais pas. Je me faisais du tort, puis j'étais comme pas en train d'être vraiment honnête avec moi-même, de comme, non, pas vrai, genre, je suis vraiment triste présentement, comme je suis. Mais comment on fait pour justement performer quand on est triste? Oh my God. Je pense que ça demande énormément de courage que de le dire, de l'affronter, puis de réussir, je pense, à avoir le petit brin de soleil qui nous habite cette journée-là. L'espèce de lumière, trouver une lumière à travers les moments aussi difficiles qui sont. Tu sais, comme il faut réussir, en tout cas, avoir foi en les moments qui peuvent nous faire du bien. Puis je pense qu'il y en a toujours, même si c'est tough. Puis je pense que ça, c'est ma mère qui nous a appris à comme voir toujours l'aspect positif d'une situation. Puis comme elle nous disait tout le temps, tu sais, après une compé que t'as mal été ou que t'as fini dernière, whatever, elle disait toujours, tu sais, t'as le droit de pleurer. T'as le droit de pleurer. 10 minutes, puis après ça, il faut se relever. Comme. Puis c'est pas de mettre en dessous du tapis nos émotions. Non. Ce qu'elle voulait dire, c'est on va les vivre intensément, on va les pleurer, on va les sentir, puis on va les accepter. Mais on peut pas passer 3 semaines à brailler. Parce qu'à un moment donné, on s'en va nulle part. Puis je pense que comme c'était ça, son message, c'est d'apprendre aussi comme à trouver une façon de rebondir. Puis... Comment ta mère, elle avait cette intelligence émotionnelle aussi développée? Parce qu'on dirait que c'est ce que je ressens, non? Oui. Honnêtement, je me pose tellement ces questions-là récemment. Elle avait une sagesse qui est comme bouleversante. Okay. Je pense que ma mère, c'était une femme très intelligente, premièrement, mais avec une intégrité. Elle savait c'est quoi ses valeurs fondamentales dans la vie. Puis elle était, je crois, capable de juste savoir qu'est-ce qui était bien ou pas pour elle, puis de pouvoir le transposer. Puis elle avait juste, je crois, une sagesse, peut-être qui venait de plusieurs vies antérieures, je sais pas, mais... C'est une vieille âme? Peut-être. Puis elle avait le don de marquer les gens. Ah oui? Tu la rencontrais, puis elle était tellement capable d'écouter, d'avoir beaucoup d'empathie, puis de dire les mots justes. Puis c'était une des qualités qui est revenue beaucoup dans les dernières années quand je recroise des gens qui l'ont connue. Puis même si ça faisait longtemps qu'on l'allait... Parce qu'elle a été notre agente. Là, fait que c'était elle qui était en avant-plan. Elle disait tout le temps qu'elle faisait le pitbull, mais que ça la dérangeait pas, puis qu'elle était bien, mais elle était d'une douceur, là, comme
mais elle était capable d'être ferme dans ses intentions, ses messages, puis comme de se faire respecter aussi beaucoup dans les négociations. Puis elle était comme, elle disait tout le temps, c'est sûr que faut peut-être pas, je suis peut-être pas, comment elle disait ça? Ah, j'ai un blanc, mais le mot, il me revient pas, mais bref, elle était vraiment quelqu'un de spécial, puis elle avait le don de marquer par, je sais pas, la justesse de ses mots, puis avec une empathie puis une douceur tout en même temps. Je pense que c'était... Ouais. Puis c'est sûr, certain que tout le Québec au complet se demande, mais comment tu fais pour élever 3 enfants? Des Olympiens, tu sais. C'est la question que tout le monde m'a posée, je pense, toute ma carrière, mais... Parce que là, t'as pas d'enfant encore. Non. Est-ce que c'est quelque chose... Est-ce que c'est un désir que tu as dans la vie? Certainement. Oui, je pense que comme... Veux pas, on dirait que quand t'as été dans une famille aussi aimante, aussi attachée, aussi comme, genre, le fun. Tu sais, moi, j'étais le bébé de ma famille. Genre, j'ai adoré vivre dans cette famille autant comme intense, mais comme c'était magique, tu sais, d'être le bébé dans cette famille avec une mère aussi aimante. Fait que oui, je pense que comme veux pas, ça vient comme avec le désir de faire la même chose. Mm-hmm. Puis, mais oui, mais pas pour l'instant, pas tout de suite. Mais oui, je pense que ça mijote de plus en plus dans ma tête. Tu sais, ma sœur Chloé, elle vient d'accoucher de sa petite Alix. Elle a présentement 1 an. Donc, c'est sûr que c'est vraiment spécial de voir le premier bébé de notre famille, comme on dirait, je dis notre famille, comme si Alix était de la mienne, mais c'est vraiment le feeling. Genre, on dirait que j'ai comme le feeling que il y a tellement un lien, c'est vraiment spécial. Oui, c'est clair. Puis c'était la première fois. Donc, puis le timing est quand même... Ben là, si je fais des mathématiques rapidement, là, le bébé a 1 an, ta mère est décédée il y a 1 an et demi, ça a dû être... Oui. Ma sœur était enceinte, puis c'est 3 mois plus tard qu'elle a accouché. Donc, ça a été quand même très, très difficile. Clairement, je pense que c'était pas le chemin le plus désiré que d'accoucher 3 mois après la mort de sa mère, mais je pense qu'on choisit pas. Non, on choisit pas le timing, malheureusement, mais ouais, non, c'est encore un gros processus. L'année passée, ça a été ma première saison, de repartir en ski après le décès de ma mère, comme une expérience assez difficile. De réaliser, t'es comme, oh my God, j'ai passé toute ma vie que ma mère était là à me supporter, que j'appelais à tous les jours, puis là, elle n'est pas là. Puis là, t'es comme, wow, OK, c'est vrai. Puis ça a été comme, je pense, important que je le vive, cet espace-là de cet inconfort, que de vivre là, OK, non, j'ai toujours été athlète, puis là, j'ai toujours vécu ma carrière avec le support de ma mère, mais là, elle n'est plus là. Puis comment comment t'as fait, ouais? Honnêtement, c'était comme... Je pense que comme on n'a pas le choix, des fois, de vivre avec cet inconfort, comme il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire que d'accepter la situation, puis d'accepter ce moment-là. Puis je le disais, puis j'étais comme, pour un moment, tu me manques. Puis j'y parlais, puis j'essayais de comme l'inclure dans ces moments difficiles le plus possible pour réussir à survivre. Puis il n'y a pas de moyen, je pense. Puis c'était juste c'est un passage obligé que j'aurais dû passer anyway. Puis veux pas, le fait d'être en montagne, sur les pistes, c'est assez féerique comme environnement. C'est assez spécial et unique. Donc ça, tu le vis aussi parce que moi, je vais parler de mes performances de ski, mais j'ai commencé à skier à 32-33 ans, donc ça fait peut-être une dizaine d'années que je skie. En fait, j'ai commencé à apprendre parce que je voulais que mon fils skie. Ouais. Fait que je me suis dit, je vais me mettre au ski, puis ça a l'air vraiment cool. Et en fait, j'ai pas beaucoup de talent sportif, soyons... tu sais, je suis grande, j'ai pas un grand centre de l'équilibre, j'ai pas un corps très... bon. Fait que mes débuts en ski ont été assez laborieux, mais j'ai découvert quelque chose avec le ski
incroyable. En fait, j'ai découvert plein de choses avec le ski incroyable. Premièrement, à aimer l'hiver, parce que je détestais l'hiver avant Exactement. ça. Puis là, maintenant, même, je me book des vacances avec de la neige. Là, Oui! Oui. Ça, c'est vraiment le fun. Ensuite, j'ai appris... On dirait que ça a été la preuve concrète que je pouvais apprendre quelque chose de nouveau. Puis, tu sais, je le savais parce que, mettons, en business, c'est tout le temps en train d'apprendre un nouveau skill. Ouais. Mais ça me sortait de ma zone de confort parce que c'est pas quelque chose dans lequel j'ai un talent naturel. Ouais. Et j'ai été capable d'apprendre. Et j'ai vu la courbe d'apprentissage. Et j'ai fait de la pointe de pizza pendant vraiment longtemps. Là. Oui. Je te dirais qu'à un bon 2 ans, là, il y avait beaucoup de pointes de pizza dans mes performances sportives. Mais je voyais la courbe d'apprentissage et... Contrairement à, je trouve, dans ma carrière professionnelle où je devais scaler rapidement mes apprentissages, là, pour moi, c'était un loisir. Donc, je me permettais de... Ben, si je fais de la pointe de pizza pendant les 3 prochaines années, c'est pas grave. Mais il y a ce sentiment-là, quand tu arrives sur une montagne. Moi, ma montagne préférée au Québec, c'est le Massif. Quand j'arrive au Massif, puis là, tu vois là, le fleuve devant toi, puis tu respires le grand air, puis tu es avec ton monde. Oui. Puis là, tu commences à skier. Il y a un sentiment que je n'ai pas dans aucune autre sphère de ma vie. Wow. Et je me demandais justement si toi, tu avais encore ce genre de... émerveillement. Là, on est sur une montagne. Je l'ai redécouvert, justement, grâce à ma deuxième carrière. Parce que, justement, je l'avais tellement perdu en faisant du ski acrobatique olympique, blablabla. Tu fais juste du ski. Tu deviens trop technique, performance. En fait, j'étais sûrement... plus souvent sur mes skis que n'importe qui d'autre ici au Québec, mais je faisais pas de ski dans ma tête. C'était comme juste business. C'était comme, tu travailles, tu t'entraînes, tu fais ci, tu fais ça. Puis dès que je pouvais partir de mes skis puis enlever mes bottes, là, je le faisais là, le plus vite possible. Tu sais, t'es comme en écœurantite aiguë. Puis, mais mettons, est-ce que tu partais 2 jours avec les amis au chalet à aller faire du ski, mettons, justement, je le faisais pas. Parce que j'avais une association ski égale douleur, égale... travail. Fait qu'on dirait que j'en faisais pas. Puis justement, dans mes dernières années, dans mon dernier cycle olympique en près de 2022, avec la COVID, je me suis mis à faire, durant justement l'hiver qu'on faisait moins de ski de compétition puis tout, je me suis mis à faire du touring. Puis j'étais comme, oh my God, c'est vraiment fun d'être en nature. C'est vraiment le fun de juste skier avec mes amis. C'est vraiment le fun de juste comme, hey, il n'y a pas de compétition, juste comme d'aimer l'hiver, d'aimer le ski, d'aimer cet environnement-là que je connaissais depuis toujours, mais que j'associais dans une case négative, un peu, genre. Puis j'étais comme, tu sais, avant, je parlais à mes amis, j'étais comme, hey, pour vrai, on va-tu en ski, blablabla, ils me demandaient, puis je suis comme, hey, pour vrai, on va se voir en bas au bord. Je suis comme, j'ai pas envie d'aller en ski, tu sais, comme, parlez-moi-en pas. Puis là, avec la découverte du touring, c'était comme une nouvelle sphère que je connaissais pas. Puis ça m'a tellement fait du bien. Puis j'étais comme, wow, OK, finalement, j'aime skier. J'aime être dehors, j'aime être sur mes skis. J'aime juste pas l'environnement, peut-être, que c'est le ski de boss, tu sais. Puis bref, après avoir fait Mais en fait, tu dis, j'aime peut-être pas l'environnement, le ski de boss, dans le sens que t'aimes peut-être pas genre, peut-être que t'en as soupé de cette discipline-là, ou plus le cadre olympique, mettons. Un mélange des deux. Je pense que comme à un moment donné, ça faisait quand même presque 20 ans que je faisais juste la même affaire. Fait qu'à un moment donné, t'es comme, tu te frustres pour rien. T'es comme juste plus bien dans la répétition, puis tu vois juste le négatif. Puis ça me ressemblait pas, tu sais. Puis bref, en faisant du ski, je veux dire, normal, là, juste pour le plaisir, j'étais comme, OK, ça, j'aime ça, finalement. Puis bref, c'est là que l'idée m'est venue de me dire, hey, ben, je pourrais aller faire autre chose sur mes skis, tu sais. Je suis pas définie à arrêter le ski, puis plus jamais aimer ça, puis plus jamais vouloir en faire. Tu sais, ces heures-là que j'ai fait du ski toute ma vie, ils m'habitent encore. Puis là, j'ai eu l'idée de comme, hey, le freeride, c'est une discipline qui existe. Ça a l'air tellement nice. J'ai vu ça sur les médias sociaux. Je suis comme, aïe, ça a tellement l'air cool. C'est donc, pour le commun des mortels qui ne connaît pas le ski, qui nous écoute, c'est quoi du ski freeride? C'est une discipline professionnelle qui se fait beaucoup en Europe. C'est en fait du ski libre qu'on amène sur le sommet des Alpes, des montagnes les plus hautes, des athlètes
en hélicoptère. Puis bref, c'est un terrain vierge qu'il n'y a jamais personne qui l'a skié. Puis toi, tu descends de haut en bas. C'est comme d'aller faire de l'e-ski. Oui. Parfait. Mais Okay. t'es jugé. Puis dans le fond, c'est qui va avoir fait la run la plus haute sur ce terrain-là. Donc, tu fais des tournants le plus rapidement possible avec la fluidité, la vitesse, whatever, en faisant des backflips sur des roches, des 360 sur des cliffs. Fait que vraiment, c'est comme qui va amener la run à un autre niveau. Puis, c'est tout un autre sport. On a des fat skis larges, longs, lourds pour réussir à skier dans la poudreuse. On a un sac à dos avec un airbag, une pelle, une probe. En tout cas, bref, on a comme vraiment un autre équipement. Puis, c'est un sport qui se fait beaucoup en Europe, mais peu ici au Québec parce qu'on n'a pas accès à ça, évidemment. Parce qu'à Mont-Saint-Bruno, il paraît qu'on en fait moins de ski. Exact. C'est un sport qui est super connu, mais c'est vraiment, en fait, pour moi, c'est comme le puriste du skieur. Là. Comme si t'aimes le ski, c'est ça ton rêve. Là. En fait, c'est d'aller skier de la poudreuse sur des terrains vierges. En gros, c'est pas mal ça. Mais là, c'est une compé de ça. Et le Freeride World Tour existe depuis, je pense, 20 ans. Puis bref, c'est vraiment connu. Puis je le voyais sur mes médias sociaux. Puis j'étais comme, oh my God, ça a juste tellement de l'air nice, ça a de l'air tellement free spirit. Il y a pas... On est jugé, mais il y a une espèce aussi de laisser aller, de vraiment comme tracer ta ligne. Il y a pas de comme bonne ou de moins bonne ligne. Il y a comme moi ce sentiment de perfection que j'aime. Qu'est-ce que tu veux dire, moins ou moins bonne ligne? Dans le sens que comme t'es en haut puis tout le monde descend où ils veulent. Dans le sens qu'à chacun son tour, évidemment, mais c'est pas comme en boss où t'as un chemin tracé puis une ligne à prendre puis que tout le monde fait la même maudite affaire. Puis c'est comme le fun de sentir une espèce de... Créativité puis de place à exprimer sa personnalité. Parce que tu sais où ils vont te déposer. Oui. Comment est-ce que tu planifies? Donc, tu regardes la topographie, j'imagine. Ouais. Tu comprends qu'il y a une roche là, puis que... Ça, c'est le plus gros, en fait, du travail du freeride. Chose que je ne savais pas au début. Parce que je me suis comme lancée dans cet univers-là, puis je l'ai découvert au fur et à mesure. J'ai décidé de faire mes derniers jeux en 2022, puis dans ma tête, je savais déjà que je m'en allais au Freeride World Tour. Okay. 6 mois plus tard, j'étais comme... C'est là que je veux aller. J'ai besoin d'un nouveau défi. J'ai besoin de vivre quelque chose de nouveau. Donc là, attends un peu. Donc là, t'es, juste pour refaire une ligne du temps, tes derniers Jeux olympiques, ta 3e année, à ce moment-là, puis avant de savoir comme qu'est-ce qui va se passer, est-ce que tu vas gagner, peu importe, est-ce que c'est déjà annoncé que c'est tes derniers Jeux olympiques ou tu le sais pas encore à ce moment-là? Honnêtement, je savais pas. Je savais pas comme... J'avais rien nécessairement annoncé à personne. C'était plus personnel dans moi, mon équipe, ma bulle, de savoir qu'est-ce que moi je veux, je le sais pas encore. Puis c'est aussi difficile de... J'ai jamais vraiment été bonne à juste comme annoncer d'avance mes next moves parce que je suis comme, hey, moi je suis ouverte aussi. On sait jamais qu'est-ce que la vie peut nous amener. Puis je pense que... Parce que si tu avais gagné la première place, est-ce que tu aurais continué ou justement tu étais un peu... Non, je pense pas que j'aurais continué. Honnêtement, je me suis jamais posé cette question-là, à part là, mais je pense pas. Je pense que j'étais juste rendue prête à move on, à quelque chose de nouveau. Peu importe le résultat, j'étais comme, hey, pour vrai, je suis tellement ready d'aller viser autre chose. Puis ça a été un gros challenge de partir aussi seule dans mon périple de quête vers un nouveau sport parce que, tu sais, j'avais vécu tous mes Jeux olympiques avec mes sœurs, puis là, avec une équipe, avec un entourage, et là, de partir vraiment seule. Justine, sans faire du freeride, elle n'a jamais fait ça de sa vie, puis j'ai fait du ski de boss, mais c'est pas du tout le même sport, c'est pas du tout les mêmes terrains, le même équipement, les mêmes habiletés, les mêmes techniques de ski. Fait que bref, j'ai comme dû faire... fast forward, on craint, puis il faut apprendre des nouveaux skills rapidement parce que moi, j'avais une carte, ça s'appelle une wild card, dans le fond, qui me permettait d'entrer sur le circuit professionnel en 6 mois. Parce que tu étais une ancienne olympienne? Exact. Dans le fond, vu que c'est professionnel, ils ont le droit d'avoir justement des gens qui se qualifient, puis aussi des gens comme moi qui étaient un peu comme en fin de carrière dans un autre domaine, puis qu'on donne un accès pour venir participer, puis bref...
c'était quand même beaucoup de pression. Là. Tu te fais dire, OK, je suis au sommet de mon art dans mon domaine. Puis là, je saute de carrière, mais je suis comme, j'ai jamais fait ça de ma vie. J'ai fait du touring ici au Mont-Olympia, dans de la poudreuse, ça d'autres. C'est pas la même affaire. Puis je l'ai vite compris. Dans ton CV, eux autres, quand ils ont Oui. dit ça, mais elle a fait du touring 4 fois au Mont-Olympia, on est good. On là. est good, tu sais. Honnêtement, j'étais vraiment convaincue dans mon approche pour arriver. Maintenant, avec du recul, je suis comme, wow, voyons donc, je suis arrivée, puis je suis comme, ouais, j'ai le goût de faire du freeride. J'en ai jamais fait, mais je pense que ça va marcher. Je suis comme, oh my God, à quel point je savais pas dans quoi je m'embarquais, mais quel beau périple, tu sais. Je pense que comme j'ai découvert un autre monde, un autre domaine, puis c'est beaucoup plus free spirit, c'est vraiment centré sur la culture du ski, puis qui est vraiment très sain, puis je trouve... Donc, moins dans la performance. Moins dans. Ben, Ouais. toujours autant dans la performance, j'imagine. Mais je pense que c'est ça que j'ai appris, c'est que finalement, comme tu peux pas vraiment dénaturer non plus une Ouais. fille, Ouais, c'est ça. une Olympienne, ça va rester que ça fait partie de moi. Puis, veux pas, je pourrais jamais changer cet aspect-là de qui je suis, d'où je viens. Mm-hmm. Mais je peux aussi apprendre, puis me développer, puis fitter dans un nouveau cadre qui était beaucoup plus soft, beaucoup plus, genre, dans l'acceptation. Fait que moi, j'ai comme dû un peu me détendre. Parce que moi, j'étais habituée d'un cadre super rigide, planifié. Puis là, t'arrives dans un cadre où t'es comme, ben, on a une semaine pour peut-être faire la compé. Fait que soyez chill. Pourquoi peut-être? Parce que dans le fond, au lieu d'être une compétition qui est sur un week-end qui est comme, bon, ben, jeudi, tu t'entraînes, vendredi, tu t'entraînes sur le terrain, puis vendredi, samedi, ça compé. Ben là, faut qu'on attende les bonnes conditions de neige. Okay. Faut que la météo soit là. Faut que le soleil soit au rendez-vous, qu'il n'y ait pas trop de vent, qu'il n'y ait pas tombé 2 mètres de neige parce que sinon, il va y avoir des avalanches. Fait qu'il y a énormément de layers avant de dire, OK, aujourd'hui, it's the day. Fait que de vivre dans l'anticipation pendant une semaine, là, oh my God, ça, c'est un défi. Ouais, c'est là. ça, dans cette incertitude-là. Puis si, admettons, finalement, ça n'a pas lieu le samedi, ça se peut que ce soit le dimanche, ça se peut que ce soit le lundi, puis ça se peut-tu qu'au final, finalement, il n'y en a pas? Exactement. OK. Fait que c'est aléatoire, mais ça, c'est un autre challenge qui vient de ce domaine. Mais je pense que, ouais, non, c'était tellement intéressant de... Comment t'apprends à, justement, là, c'est un domaine similaire, mais très différent. Mm-hmm. C'est quoi ton game plan que tu te fais pour, justement, aller apprendre tous ces apprentissages-là, là, tu sais? Je suis arrivée dans cette nouvelle discipline, puis je pense que j'étais comme, OK, j'ai tout à apprendre. Je suis tout à fait consciente que, on dirait que j'ai comme vite compris que je peux pas arriver puis m'imposer dans autant ma préparation, ma façon de faire, comme il faut que j'aille la latitude pour comprendre cet environnement. Fait que je peux avoir le même processus d'apprentissage que j'avais dans mon domaine de ski acrobatique. Comment que j'apprenais un nouveau saut, comment que je développais un nouveau skills. Ça, je peux le prendre, le remettre dans d'autres, mais il faut que je sois ouverte à écouter, à apprendre, parce que j'ai pas d'expérience. Puis je pense que c'est ça qui était comme le plus important, c'est d'arriver, puis je suis comme, j'ai pas d'expérience, mais je peux apprendre. Puis je peux écouter très vite, puis comprendre. Fait que, donc, l'humilité. Exactement. Fait que je suis arrivée avec, je pense, énormément d'humilité, puis je me suis entourée d'entraîneurs, de gens qui savaient plus de choses que moi, parce que je suis comme, j'ai besoin en 6 mois d'être la meilleure. Comment que je fais ça rapidement? C'est de m'entourer des meilleurs. Fait que je me suis trouvé un entraîneur autrichien qui avait fait du Freeride World Tour pendant 10 ans, qui était un des meilleurs coachs qu'il y avait. Puis bref, on s'est rencontrés sur Zoom, puis ça a cliqué tout de suite. Je suis déménagée chez eux quasiment. Ah oui? Je suis devenue leur deuxième fille avec sa femme puis sa fille. Bref, ça a vraiment été une chance en or. Wow. Mais bref, ça a cliqué tout de suite, puis il y avait vraiment cette espèce d'équilibre chez lui qui était d'être autant comme un vrai freerider de souche, mais en même temps d'avoir cette rigidité de comme, hey, on planifie puis on travaille quelque chose avec intention puis un plan, mais en même temps, comme, faut rester dans l'ouverture de comme, la montagne, c'est elle qui décide, la météo, c'est elle qui décide, faut s'ajuster à tout moment. Puis c'est ça, l'art du sport, c'est d'apprendre à
à sentir, OK, là, c'est-tu vraiment le moment d'aller sauter puis faire un backflip, là? Comme, peut-être pas. Peut-être qu'en dessous, comme, il y a peut-être pas assez neigé puis il y a peut-être des roches. Tu sais, comme, faut vraiment être plus, comme, connecté avec son inner self puis bref. Son intuition, tu Son dirais? intuition, clairement. Puis je pense que, comme on dirait que le fait de m'être entourée, d'avoir gardé un peu le même processus d'apprentissage, d'être rigoureuse, d'être travaillante, évidemment, mais aussi d'être comme, hey, on se laisse aller là-dedans, puis de vivre les expériences telles qu'elles sont, puis d'absorber le plus possible. Puis je pense de pas me taper sa tête, puis de continuer d'évoluer, d'apprendre que comme, OK, ben c'est pas aussi facile que je pensais de faire un backflip sur un cliff mou en neige. Je pensais que ça allait être plus facile que ça. Puis finalement, OK. Mais pas mettons, grave. tu avais déjà fait de l'héliski auparavant, là. Non. Ah non? OK, bon. Honnêtement, comme juste... Fait qu'on est vraiment à tes 3 fois de touring au moins. Genre. OK. Mais fatigué. Parce que quand tu finissais une journée de boss là, d'entraînement, là, t'es brûlé, là, puis t'es comme, hey, pour vrai, je suis tellement brûlée. Ben oui. J'ai pas le temps d'aller me faire une raide de poudreuse parce qu'après ça, anyway, je m'en vais au gym, puis après ça, j'ai un rendez-vous avec ma physio, ma psy, ma ci, ma ça. Je suis comme, hey, je suis bookée all the way, t'as pas le goût, t'as pas le temps, anyway, de faire autre chose que ça. C'est simplement ça ta vie. Fait que j'ai jamais eu l'occasion de faire vraiment de la poudreuse. Et là, j'en ai fait pour mon argent. C'était vraiment hot et j'adore maintenant vraiment en faire. Je suis tellement comme en amour avec le ski pour vrai. La vraie skieuse en moi est née grâce à ce changement de carrière. Puis je trouve ça tellement le fun d'avoir maintenant une appréciation d'autant plus de ce que je fais. Mettons, en chiffres, là, combien, dans cette transition de carrière-là, dans cet apprentissage-là, combien d'heures par jour tu peux pratiquer? Tu sais, ça ressemble à quoi une journée type, mettons, de Justine Dufour-Lapointe? On les fait comme des camps d'entraînement. Quand- Fait que c'est ça que je trouve difficile à dire parce que comme justement dans le monde des affaires, dans le monde plus traditionnel, c'est des heures là, que tu accumules de semaines, mais ça se calcule moins bien parce que comme des fois, c'est des journées de... Je m'en vais en ski, je sais pas, de 8 à 4, mais il y a des journées que je fais juste de 8 à 1 parce qu'il fait pas beau. Puis, tu sais, Mais t'en fais à tous les jours, puis mettons... non, comme... j'en fais pas à tous les jours. Tu peux pas t'entraîner à tous les jours parce qu'à un moment donné, ton cœur... Pas ton cœur, mon Dieu. corps, ouais. Ton corps, il est burned. Il suit pas. Fait qu'il faut autant de repos aussi. Donc, on fait souvent peut-être 3 jours, une journée off. Ou 4 jours, une journée off. Là, je repars 3 jours, une journée off. Fait que le repos est très, très important. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai toujours fait. On fait des cycles qu'on appelle. Puis dépendant de la météo, t'es comme, aujourd'hui, il fait vraiment pas beau. Comme, on voit rien, c'est foggy, puis il neige, puis je peux même pas skier comme 2 mètres sans voir. On va prendre off, puis c'est correct. C'est comme, on va faire une journée de plus demain ou après-demain, puis c'est correct. Fait que d'avoir comme un peu cette latitude. Fait que on le voit comme camp d'entraînement. Comme exemple, je me book 2 semaines. Là-dedans, je vais peut-être skier 8 jours. Puis évidemment que ce que je calcule pas des fois non plus, c'est toute la visualisation, le travail. Comme veux pas, tu finis ta journée de ski, je regarde mes vidéos, je planifie le lendemain. Fait que c'est dur. J'ai jamais vraiment calculé le nombre d'heures que je passe à faire ce que je fais. Mais je pense qu'en dedans de toi, tu as une intuition, tu le sais quand t'en as fait assez, puis tu le sais quand t'en as pas fait assez. Comme, on dirait que tu le sens. Puis là, présentement, cet aspect-là, je le sens beaucoup quand je prépare mes compétitions. C'est surtout cet aspect-là qui est très, très drainant mentalement parce que, mettons, j'ai une compétition sur une nouvelle montagne. Il faut que j'apprenne la montagne à 2 km de la montagne avec des jumelles parce que j'ai pas d'entraînement. Là. J'ai aucune... Qu'est-ce que tu veux dire? C'est une compétition où j'ai une descente. Je l'ai jamais faite. Puis Mais tu peux pas aller pratiquer, Non. tu peux pas te booker toi-même ton propre... Non, personne n'a le droit de skier la montagne. Pourquoi? Parce que tout le monde part au même pied d'égalité. Exactement. OK, c'est vraiment du free ride, Ouais. vous l'avez jamais fait, puis let's go. Tu pars d'en haut, puis c'est la première fois que tu la descends, cette montagne. Donc, Mais fait qu'il n'y a pas un comme de circuit Non. où ce que tu refais tout le temps un peu les mêmes... OK. on refait les mêmes places, oui, mais tu sais, ça change d'année en année. Puis, je veux dire, je vais avoir skié Verbier 2 fois dans ma vie. Là. C'est pas assez pour te dire que comme tu connais la montagne. Là, OK. Fait que les 2 fois, c'est parce que c'était en compétition. Puis c'est 2 côtés de face différentes. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de Fait travail. qu'avec les jumelles, tu regardes la montagne. Les jumelles, on a des photos, on a des vidéos d'anciennes compétitions, on a accès à des shots de drone
qui monte sur la montagne, qui te montre des visuels. On a accès à des photos HD et tout. Fait qu'il faut que quand... Faut que tu sois comme capable de te recréer une genre de cartographie mentale avec plusieurs entrants différents. Exact. Puis justement, quand tu dis plusieurs, c'est plusieurs lignes différentes. Fait que là, exemple, je visualise ma ligne. OK, j'aimerais ça faire telle roche, puis aller telle place, puis faire ça. Mais il faut toujours que tu aies un plan B, un plan C. Fait que, OK, le plan B, ça va être ça. Fait que là, il faut que tu apprennes par cœur 2 lignes complètement différentes. Puis regarder une montagne d'en bas, tu vois plein de roches, d'arbres, puis tout, mais tu arrives en haut, puis tu vois plus rien. Tout est rendu blanc. Fait que d'apprendre à t'orienter, c'est ça le nerf de la guerre. C'est de savoir t'es où en tout temps. Parce que quelqu'un qui skie la montagne avec confiance et conviction de savoir que je vais me pitcher par-dessus cette roche-là puis ça va être la bonne roche, c'est ça qui fait que tu gagnes. Fait que c'est vraiment là que moi, j'ai compris qu'il fallait que je mette le plus de temps parce que ça, j'avais jamais fait ça de ma vie. Mais non. Fait que j'ai dû apprendre... Écoute, pour vrai, en année de compétition, je passe principalement tout mon temps assis devant mon ordi à essayer de m'imaginer, visualiser, faire mes lignes. Puis parce que c'est ça, pour moi, que j'avais jamais fait auparavant. Puis ça, la fille de technologie en moi, tu peux pas faire ça comme avec la réalité virtuelle ou peu importe? Ben là, je me pose la question, là, peut-être. S'il y a des gens qui sont en AI et appelez-moi. Réalité virtuelle, Justine, son numéro 514. Mais il faudrait que ça soit très rapide parce que veux pas, tu crées, Mais oui, les drones aident énormément là-dedans parce que justement, là, tu as la vision. Parce que moi, je la vois de même par en bas, mais quand le drone, il passe, là, ça me donne l'image de, OK, bien, à côté de la roche que je veux sauter, il y a un petit sapin d'à peu près 2 mètres. Puis si je saute à peu près 3 pieds d'elle, je vais être à bonne place. Mais c'est parce que tout se passe tellement vite, en plus, lors d'une descente, là. Ouais. Dans le sens que des fois, là, t'es comme... Tu sais, tu croises sur le petit sapin, puis t'es comme, parfait, c'était mon bon petit sapin, ça. OK. Ouais, fait que ça... Moi, je l'avais appelé Arthur, ce sapin-là. Parfait, je viens de croiser Arthur. Mais oui, c'est vraiment là que comme tout se passe, là. C'est insane. Fait que, puis il faut... C'est de la visualisation. sans arrêt. Wow! Puis ça, c'est extrêmement drainant parce que t'es comme, est-ce que j'en ai fait assez? Est-ce que j'ai assez étudié? Ben oui. Puis là, puis moi, j'avais jamais fait cette expérience-là. Fait que j'en faisais un peu mon mandat de faire mes bouchées doubles, de me dire, ben là, tous les autres athlètes, ils font ça depuis toujours. Comme moi, je l'ai jamais fait. Faut que je travaille là-dessus. Puis j'ai tapé sur le clou. Puis ma première saison au Freeride World Tour, je l'ai gagnée. Fait qu'on dirait que ça m'a comme fait... Bravo! Oh my God! OK! Quand tu travailles fort, puis tu mets les efforts, comme clairement, ça peut marcher. Puis, tabarouette. La fille, elle apprend ça là, à ce moment-là. Oui! Quand tu travailles fort, non, mais... ça fait 2 médailles olympiques, mais bon. Mais tu sais, c'est niaiseux. Mais c'était vraiment... Oui, je sais. Moi aussi, des fois, je fais des constats dans la vie. Là, tu sais, c'est comme basic. Puis là, je regarde mes amis, puis je suis comme, savez-vous ce que j'ai réalisé dans la vie? Oui, juste, c'est bon. D'accord, parfait. Génial. On était en retard. Quand on travaille fort, on a les résultats. Mais je pense que c'est comme, on dirait que tu t'essouffles quand tu fais la même chose depuis tant d'années, puis tu le vois plus de la même façon. Puis quand tu te donnes un nouveau défi, autant épeurant que c'est, mais mon Dieu que c'est gratifiant. C'est tellement comme ça que je trouve que tu bâtis une espèce de confiance en toi, de dire wow, OK, finalement, pourquoi je doutais de moi toutes ces années quand finalement, comme tout était là, puis c'était à moi de prendre confiance en moi, de me dire, hey, je vais l'essayer, puis let's go, puis on sait pas ça va être quoi le résultat, mais c'est drôle comment que c'est toujours plus positif qu'on pense, de se faire peur, tu sais. Plus positif qu'on pense de se faire peur. C'est ça que tu as dit. Oui. Ben dans le sens on associe la peur d'un nouveau défi, la peur de se réinventer. Tu sais, on est comme, oh my God. Ça nous freeze bien raide. Comme, mais finalement, c'est comme ça qu'on évolue tellement plus. Oui, c'est ça, parce que limite, c'est plus gratifiant encore. Puis on part pas de... from scratch, là, dans le sens que toi, tu savais ce qui est. Tu savais la méthodologie pour t'entraîner. Tu savais la méthodologie pour... Tu sais, fait qu'il y a tellement un gros bagage. Mais justement, dans se lancer dans quelque chose, d'avoir la peur de... Ben là, je vais-tu... Puis tu sais, justement, toi, tu dois avoir la peur aussi, là, dans le sens que, comme... Tes derniers Jeux olympiques ne sont pas passés exactement comme tu prévoyais. Oui. La peur de l'échec, la peur d'avoir de l'air
la fille qui essaie de quoi, mais ça marche pas pantoute. Tu sais, comme ça aurait pu m'arrêter bien raide. Là, moi, je me souviens pas, là, parce que, comme je te dis, là, je suis pas beaucoup l'actualité sportive au Québec, mais est-ce que tous les yeux du Québec sont rivés vers toi à ce moment-là ou les gens sont pas trop au courant que tu es en train de faire ça? Les gens étaient pas trop au courant. Je pense que, vu que c'est un sport pas encore super connu ici, le monde est comme, OK, chill, juste ça, on va faire du ski, mais tu sais, comme, sans comprendre vraiment ce que je faisais. Mais là, tu vois, on a fait un documentaire sur la transition qui a été sur tout.tv. Dans le fond, c'est que pendant cette transition, on a tout filmé, mon équipe et moi. Donc, on a filmé tous les hauts et les bas de la transition vers le freeride. Puis là, ça a été sorti l'année dernière. Fait que, tu sais, ça a vraiment, comme, je crois, mis là en lumière beaucoup plus qu'est-ce qui s'est passé. Parce que sur le moment, tu sais, tout le monde a sa vie, là, à un moment donné, puis on connaît pas ça, c'est pas connu. On connaît les sports olympiques-ish, mais, tu sais, c'est le hockey est très important au Québec. Oui. Fait que, bref, ça a comme passé en dessous du radar. Puis là, depuis justement le documentaire, ça a vraiment mis en lumière beaucoup plus. Puis évidemment, là, il y a eu le décès de ma mère 1 an après. Fait que là, j'ai pris une pause du ski. Puis l'année dernière, je suis revenue sur le Freeride World Tour. Mon documentaire est sorti et puis j'ai gagné pour une deuxième fois le tour. Fait que ça a comme concrétisé, OK, comme il y a eu plus le deuil, plus de gens qui se sont mis à écouter. Puis, mais tu sais, je pense que les gens qui aiment vraiment le ski m'ont suivi tout le long. Oui. Tu sais, les vrais mordus, ils savent c'est quoi le Freeride World Tour. Ils connaissent, c'est comme quand je me rendais, veux pas, dans certains resorts puis que je croisais des Québécois, c'était comme, oh my God, on est tellement fiers de toi. Puis, tu sais, les gens me supportent énormément là-dedans. Puis, je pense que, comme, ce que j'aime beaucoup, c'est que, vu que j'étais la première à le faire ici au Québec, ben c'est comme si on dirait je peux amener les gens avec moi. Je peux les faire voyager dans cette aventure. Puis ça doit être vraiment très le fun, regarder ça. Oh mon Dieu, c'est un show en soi, comme t'as hâte d'écouter le Freeride World Tour. C'est tellement divertissant. Les skieurs qu'il y a sont tellement talentueux. C'est des vrais skieurs. Là. Comme de voir les gars skier, là, c'est comme... C'est kamikaze. Là. Ils partent d'en haut, c'est 50 degrés. Ils s'envoient un 360. Envers ça, ils atterrissent 2 secondes plus tard, un backflip. C'est comme un vrai show de skieur. Là. Comme c'est wow. Puis tu réalises d'autant plus quand t'en fais que c'est pas facile de même. Parce qu'on dirait que tu regardes à la télé comme t'es comme ça a l'air trop facile. Genre, c'est trop beau. Mais tu vois, les vrais skieurs qui ont déjà été faire des ski puis qui ont skié des environnements de hors-piste savent que c'est pas facile de même. Là. Puis la saison, c'est de novembre... Janvier à mars. Okay. Donc, c'est assez condensé. Okay. Puis là, je repars pour ma 4e saison ou 3e saison, là, comme on peut dire. Puis c'est combien de compétitions? C'est à toutes les semaines? Comment ça marche? Oui, on a cette année, c'est 7 événements. Okay. C'est beaucoup, une de plus parce que c'est les premiers championnats du monde de freeride. Donc, ça, c'est quand même cool de faire partie de l'histoire. Le Freeride World Tour a toujours été un sport professionnel et puis là, depuis 3 ans, a été acheté par la FIS, qui est une organisation qui soutient, dans le fond, tous les sports de ski qui sont aux Jeux olympiques. Puis, dans le fond, là, la prochaine étape avec le Freeride World Tour, ça va être éventuellement, je crois bien, un sport qui va se voir aux Jeux olympiques. Ah oui? Donc, est-ce que tu penses que tu vas voir cette période-là? Je sais pas encore. Je pense que je suis vraiment contente, par contre, de faire partie de cette transition, d'avoir été dans un monde olympique puis de savoir quels sont aussi les avantages, tu sais, pour les athlètes, de comprendre à quel point ils vont avoir plus d'encadrement. Parce que là, c'est un sport pro, mais ça veut pas dire qu'ils font des sous là-dedans, tu sais. Puis c'est un sport qui est excessivement cher. Comme moi, je paye tout. Tu sais, je paye mon entraîneur, je paye mes billets de ski, je paye... Tu sais, je vis principalement en Autriche 6 mois par année, fait que c'est très dispendieux. Puis là, c'est évidemment moi qui dépense pour ça. Je suis comme mon entreprise. Donc, toutes ces dépenses-là sont payées grâce aussi avec comme mes partenaires. Puis,
C'est ça, parce que le modèle financier derrière ça, ça marche comment? C'est commandite principalement? Principalement, puis... Si tu gagnes, est-ce qu'ils te donnent comme un espèce de gros chèque? Il y a un beau chèque, oui. Après avoir gagné une montagne puis d'avoir skié sur les plus hauts sommets en risquant ta vie en faisant du ski à travers des avalanches, tu gagnes un gros 5 000 $. Ah! C'est vrai? Oui, je suis pas en train de niaiser. Fait que je le fais pas pour l'argent, je te dirais. Tu sais, mettons au golf, je pense qu'ils gagnent comme... Ouais, puis les joueurs de tennis, puis les joueurs... Oui, non, c'est pas du tout ça. Ah ouais, OK. Ouais. Fait qu'avec mon 5 000 $... Fait que c'est parce que le sport, il n'est pas encore assez démocratisé, encore assez popularisé avec les auditeurs. C'est pas... Exactement. C'est ça, là, je pense que c'est pas encore, puis c'est pas... Puis ça le sera jamais, là, encore moins, parce que là, c'est avec la FIS, mais même la FIS, tu sais... La différence avec professionnel puis un sport amateur qui est un sport qui est en fait fédéré par un gouvernement, t'as l'aide d'entraîneurs, t'as un certain groupe de choses qui viennent avec que t'as moins de dépenses parce que t'es comme un peu un employé du pays, que tu représentes ton pays. Donc, ça permet de quand même couvrir la plupart des frais, pas tout. Je te dirais que les athlètes amateurs sont pas nécessairement riches, là, vraiment pas. Mais je pense que veux pas, je le fais pas pour ça, là, je le fais parce que j'aime vraiment ce que je fais, puis j'aime assez mon sport, puis j'aime assez le processus que c'est, puis de vivre quelque chose d'aussi unique que de voyager à travers le monde pour vivre de sa passion. Pour moi, c'est plus riche que ça. Mais oui, c'est vraiment une réalité très, très difficile puis pas évidente. Puis c'est pour ça qu'il faut que je continue activement de toujours travailler. J'ai l'impression, honnêtement, d'avoir clairement 2 jobs, là. Comme j'ai une job l'été qui est de trouver des partenaires puis de travailler pour... Donc là, dans ce temps-là, c'est toi-même qu'il faut qu'il fasse ton démarchage puis qu'il contacte des partenaires? Ou... J'ai une équipe avec moi, fait que ça, c'est sûr que ça aide. Puis depuis très longtemps, comme j'ai la même équipe, fait que ça, c'est le fun. Mais oui, il faut que je sois active tout le temps. J'ai des meetings à chaque semaine, des rencontres. Puis, fait que veux pas, il y a tout cet aspect-là. Tu l'as dit au début de notre rencontre, l'aspect stratégie, marketing. Oui, c'est ça. Comme où je me positionne, c'est... Parce que moi, je me vois pas de même, mais veux pas, c'est de même qu'on me voit. Je suis un produit. C'est moi le visage de mon produit, de mes performances. Fait qu'il faut que je réussisse à me marketer, de me mettre dans un bassin, puis que je réussisse à trouver des fonds pour mettre en œuvre mon plan que j'ai dans la tête, puis le vendre à des gens, puis de les faire embarquer dans cette idée aussi folle que c'est de réécrire l'histoire du ski ici au Québec. Fait que, ouais, c'est difficile. C'est quand même une belle mission, tu sais. C'est une belle mission, puis je pense qu'en fait, ce qui me remplit puis qui me rend vraiment fière, c'est que je sais que grâce à tous ces efforts-là, je sais qu'il y a des jeunes personnes qui vont peut-être rêver un peu plus à un jour faire du freeride, à un jour faire plus de sport ou un jour faire juste du ski. Puis ça, je trouve ça le fun. Puis je pense que ça me donne des fois le courage de continuer à travers tout ça puis à donner un sens. Même si des fois, ça n'en fait pas avec les bidous, puis continuer à travailler là-dessus. Puis t'es comme, OK, mais c'est pas ça mon vrai travail. Mon vrai travail, c'est de skier, mais comme, il faut que je m'entoure, il faut que je trouve une façon. Mais est-ce que tu trouves que c'est Parce que, mettons, moi, ce que tu décris, qui est ton deuxième travail, qui est de te marketer, je trouve quand même que ça a l'air le fun. Oui. Dans le sens que c'est des responsabilités supplémentaires. Ouais. Puis effectivement, comme je pense que pour un puriste qui veut vraiment... Mais tu sais, c'est comme un artiste qui a de la misère à se marketer aussi. Tu t'es un peu... Ben, tu fais de l'art, mais dans ton sol, tu sais. C'est... Donc, quand t'es business puis tu comprends cette mécanique-là, ça t'aide à 100%. Justement encore plus vivre de ta passion. Est-ce que t'as des sponsors qui te suivent depuis comme le début de ta carrière? Ou... Oui, principalement, honnêtement, tout ce qui est sportif, mon équipement, tout l'aspect vraiment ski, je suis vraiment quelqu'un qui est très loyal. Puis j'ai de la misère à comme m'éparpiller. Puis ça a été quelque chose que ma mère a mis vraiment très rapidement au sein de nos valeurs marketing. Puis je pense que comme, veux pas, ma façon de leader, mon image est très basée sur la vision de ma mère, qui était quand on a commencé le ski acrobatique, mes sœurs et moi,
elle a tout de suite mis en place à travers tous nos commanditaires. Elle était comme, moi, c'est les 3 ou rien. OK. C'était comme son mandat. Peu importe quelle personne, partner, compagnie qui voulait faire affaire avec nous, c'était les 3 ou rien. Puis c'était tout en équité. Elle a fait une David Schwimmer d'elle-même. Ben, assez. Puis Juste pour la référence, là, c'est Ross Geller dans Friends qui, quand ils ont renégocié leur contrat la première année, lui et Rachel allaient gagner plus parce que c'était les 2 personnages principaux de la série. Puis lui, il a maintenu. Puis il a dit non, toujours égal. Puis c'est comme ça. Fait que les 6 ont été payés pareil, la même chose pendant les 10 années. Fait que c'est pour ça que j'ai dit c'est une David Schwimmer. Mais je trouve ça tellement intègre puis c'est tellement fort parce que ça met sur table les limites de comme nous, c'est ça notre image. Oui. C'est ça que nous, on veut projeter puis qu'on veut être. Puis on est aligné avec nos valeurs. Puis autant que ça n'a pas été facile, des moments de dire on va refuser un contrat aussi incroyable qu'il peut être, mais eux, ils ne croient pas en nous 3. Ils croient juste en moi parce que moi, je gagne une médaille, mettons. Parce qu'elle elle est toujours en train de gagner, bien, on ne va pas en donner à tout le monde. Puis je pense que comme ça nous a permis de rester soudés. Puis moi, ça m'a appris dans ma business maintenant à ce jour d'être très fidèle à mes valeurs. Puis quand j'accepte un contrat, j'accepte quelqu'un aussi par ses valeurs d'entreprise. Mais en mettant, d'un point de vue de marketeur, je me dis, c'est vrai que ça se brand quand même bien, un trio de blondes. Là, ça se brand bien, mais c'est pas si facile que ça de trouver le budget. Ouais. Puis il faut quand même avoir des gens qui sont visionnaires au même niveau. Puis, tu sais, il y a des gens qui arrivaient puis qui étaient juste comme, OK, ben là, je veux sauter sur l'opportunité. Chloé, elle vient de gagner telle médaille, blablabla. Ben c'est juste celle que je veux pour X raisons, mais comme... Fait au début, c'était difficile de faire comprendre le message. Puis à un moment donné, ben, c'est bien correct. On s'aligne pas. On n'a pas la même vision. Toi, tu veux vivre puis être là pour un moment spécial puis capitaliser sur cette opportunité-là. Mais nous, on vise le long terme. Le long terme, oui. Puis ça a toujours fait partie de mes valeurs dans la façon que j'approche puis que je choisis mes partenaires. Puis encore à ce jour, tu sais, je pense... Mettons, mes lunettes de ski que j'ai, parce que ça a été mon premier partenaire quand j'avais 15 ans, puis c'est encore aujourd'hui le même. Donc, je pense que c'est très important pour moi, cet aspect-là, d'être la même personne que tu te marketes, que tu es dans la vraie vie. Puis c'est comme un peu un non négociable. Oui. Ben, comme mon idole, Brené Brown, a dit toujours « Clarity is kind ». Puis ces genres de non négociables-là, qu'on a envers nous-mêmes ou envers ce qu'on veut dans la vie, je trouve que justement, ça enlève toute la portion d'incertitude. Fait que oui, ça fait peut-être manquer quelques opportunités, mais d'un autre côté, ça devient juste plus clair pour tout le monde. Fait que, tu sais, de le mettre sur la table, puis c'est take it or leave it, là. Oui. Mais des fois, ça va être leave it, mais... C'est dur en affaires, comme... Je pense que je suis choyée. Maintenant, j'ai beaucoup d'expérience. J'ai plus d'expérience que d'autres athlètes, peut-être, parce que ça fait tellement longtemps. Ben oui. Mais c'est très difficile. Puis maintenant, j'ai beaucoup plus cette clarté-là que tu parles de savoir en dedans de moi quand, même si, mettons, le chiffre est très intéressant, peu importe, je le file pas. Il y a quelque chose qui me parle, puis de l'écouter, parce que souvent, des fois, j'ai vécu des expériences où, comme, tu le filais pas au début, mais tu l'as fait pareil, puis après ça, Colin, que ça t'est revenu d'en face, puis tu le savais, la réponse, puis tu t'es pas écouté. Puis maintenant, c'est comme tellement plus facile de prendre des décisions. Je suis comme, non. Puis j'ai pas de regrets. Je le sens que comme, c'est pas pour moi. Puis c'est correct qu'il va en avoir un autre. Puis je trouve que ça prend malheureusement beaucoup d'années d'expérience pour le réaliser en affaires. Faut faire confiance. Vraiment. Mais c'est drôle parce que le prochain épisode que je tourne après celui-ci, c'est un podcast sur l'intuition. Ah oui. C'est sur c'est quoi, comment, etc., etc. Fait que moi, je suis bien excitée cet après-midi. Puis c'est un sujet que j'adore parce que j'ai toujours dit que je fonctionnais beaucoup avec mon intuition. Ben, pas j'ai toujours dit, mais je sais que je fonctionne beaucoup avec mon intuition. Il y a des fois, tu sais, présentement, j'ai de la misère à comprendre exactement qu'est-ce que je fais dans la vie, dans ma transition. Mais je sais que je suis à la bonne place au bon moment, puis je sais que je suis en train de faire les bonnes étapes. Oui. Mais je sais pas qu'est-ce qui se passe l'autre bord. Oui. Mais je sais que... Ah ben vivre dans cette zone-là, c'est ça, l'art de vivre, je pense, comme l'art de comme être bien dans cet inconfort-là, puis d'essayer de trouver un équilibre, puis de... C'est pas de se rassurer, parce que je trouve ça négatif, mais
Mais ça, pour moi, c'est le core. Quand tu es dans zone grise, là, puis que c'est pas clair, puis que tu vois pas les résultats, là, mais que tu réussis à garder ton calme, Oui. je pense que ça, c'est l'art de réussir. Oui. Mais tu vois, moi, je tripe sur cette phrase-là, puis ça fait 2-3 fois que tu l'as dit, puis qui est « sit in your discomfort ». Et que c'est malaisant d'apprendre, puis la traduction littérale là, pour les... tu sais, c'est de s'asseoir dans son inconfort. Okay, c'était pas si compliqué que ça à traduire. Là. Mais, et ça, moi, j'ai fait... tu connais sûrement Wim Hof, là, la méthodologie Wim Hof, qui est... Non, je connais pas. Wim Hof, c'est un craqué mental qui habite genre en Suède ou quelque chose de genre. Là. Fait que dans ton coin de pays maintenant. Et c'est lui là, qui fait des bains de glace, puis il reste dans l'eau, puis il peut rester comme 2 heures dans l'eau glacée. Puis tout ça, c'est vraiment... moi, j'avais fait une fin de semaine là, pour faire apprendre cette méthodologie-là, puis c'était... Mon learning, c'était vraiment ça. Puis une des façons... moi, je me rappelle souvent cette phrase-là. C'est correct, tu peux rester dans ton inconfort. Quelqu'un me fait des reproches sur quelque chose, je trouve ça malaisant, la culpabilité embarque, peu importe. Je me dis, c'est correct, genre, prends 2 minutes, reste là, reste assis, ça sert à rien. Mais aussi, justement, dans ces grandes transitions de vie-là, où je suis comme, je vais continuer pareil à avancer. Puis, une des façons qui nous l'ont fait vivre dans ce week-end-là, que je réfléchis beaucoup à ça, c'est que pour nous préparer à aller, on était à l'Estérel en plein milieu de l'hiver, puis il faisait comme -20, pour nous préparer à aller 2 minutes sous la glace, parce qu'on a été comme préparés pendant 24 heures avant de le faire. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils nous ont apporté des bains de glace à l'intérieur, puis ils nous ont fait plonger nos mains dedans le bain de glace. Et ils nous ont coachés pendant ce temps-là. Puis ce qui était vraiment intéressant, c'est qu'ils disaient, tu sais, vous allez rentrer vos mains dans l'eau, ça va devenir super glacé, ça va picoter, ça va vraiment être inconfortable. C'est correct. Votre corps est en train de s'habituer. Tu sais, on va pas vous laisser 2 heures les mains dans l'eau là, en premier, mais c'est correct, vos mains sont en train de s'habituer. Puis juste le fait, puis on l'a fait, les 10 premières secondes étaient vraiment inconfortables. Puis après ça, après 30 secondes, I was chill. Ouais. I was okay. Puis quand je suis allée dehors, puis je l'ai faite, fait que maintenant, j'essaie de me rappeler comme, là, je suis encore dans les 20 premières secondes. Là, c'est très, très inconfortable. Attends, là, tu vas trouver ton mojo à un moment donné. Là. Oui. Puis de pas abandonner après les 10 secondes. Oui. Je pense que comme on a socialement l'idée que comme, parce que j'ai souffert pendant 10 secondes, c'est tough. Ça devrait être réglé, là. Mais non, ça va être encore... Ça va être super tough. Tough pendant 2 minutes. Puis c'est correct. Puis ça fait partie du processus. Puis je suis tellement d'accord avec toi. Comme c'est juste tellement pas... C'est contre-intuitif de te dire que comme de pas être bien, on apprend que comme de pas être bien, il faut s'enfuir, il faut éviter. On apprend à tellement pas ça dans les normes normales. Mais c'est là... Que c'est tout payant. Au contraire, que c'est payant. Puis, c'est payant. Puis c'est gratifiant. Tellement. Puis c'est ça qu'en fait, je crois que le sport t'amène rapidement à comprendre. Oui. Je pense qu'il y a... Je sais pas, là, peut-être que je me trompe, mais je pense qu'il n'y a pas d'autres domaines qui te l'apprend aussi concrètement. Parce que tu es dans ton corps, tu es dans l'inertie, tu es dans le vivant, dans le concret. C'est pas juste ta tête qui dicte, mais toi aussi toutes tes sensations physiques. Puis l'échec comme de tomber, les blessures, les contre-performances, c'est tous les jours. Ah oui, non, c'est fou. Fait que... Tu sais, le sport que je regarde le plus, mettons, c'est le tennis. Mais tu sais, au tennis, je trouve que tu le vois, là. Quand quelqu'un va finir par se relever, quand il casse mentalement, tu peux pas... Puis là, ça dure 2 heures, puis tu as le temps là, de l'analyser psychologiquement, la personne. C'est pas, tu clignes pas des yeux, puis ça se finit pas. Là. Non. Donc, tu as parlé beaucoup de sit in your discomfort, que j'aimais beaucoup, puis... 4-5 reprises, tu as quand même, dans différents moments de ta vie, j'ai l'impression qu'une des choses qui t'a vraiment beaucoup aidé, ça a été de remettre les choses en perspective. Je pense que tu es rendue une experte là-dedans. Peut-être. Mon Dieu. Que c'est vraiment un bon skill set que tu as. Je pense que oui. Mon Dieu, je suis intéressée d'entendre ça parce qu'on dirait que je l'avais jamais vu de même. Non? Non? Mais pourtant, on a parlé de
3 gros moments où ce que ta méthodologie, tu sais, que ce soit au décès de ta mère, puis après ça a été de te dire, on va remettre les choses en perspective. Je suis pas, pas au décès nécessairement, là, mais avant, je suis pas toute seule qui a des problèmes. Oui. Non, t'as raison. De comme zoom out, Oui. puis de regarder la situation d'un point de vue holistique, là, pas... Mais oui, je pense que ça fait tout son sens maintenant que tu le dis de même. Mais je pense que, c'est vrai. Je suis peut-être juste comme, on dirait peut-être trop dans une famille qui est de même. Ouais. Fait qu'on dirait que, tu sais, quand tout le monde est pareil, on s'en rend pas compte que c'est la normalité. Mais oui, je pense que dédramatiser d'une part, puis d'essayer de comprendre. Mais c'est même pas de dédramatiser, c'est de, tu le dis, de t'asseoir dans ton émotion, ça c'est correct. Ouais. Puis après ça, de la déconstruire, d'aller vraiment, là, d'aller au fond de l'histoire, en fait. De comprendre le pourquoi, du comment, le pourquoi, le pourquoi. Puis parce que tant aussi longtemps qu'on le fait pas, en fait, ça revient mentalement de toute façon. Ben, en fait, ça te freine. Parce que, en fait, c'est comme le dîner de con, qui revient tout le temps avec toi-même, puis t'arrives à nulle part. Puis je pense que peut-être que oui, c'est le skills que j'ai appris à travers toutes ces années à faire, c'est comment en sortir. Ouais. Comment réussir à sortir de la loupe sans fin, de te sentir mal, de te sentir victime, de te sentir fâché, de te sentir à un moment donné, comme tu fais juste complètement te nuire. Oui. Puis je pense que comme peut-être c'est ça que j'ai réussi à faire à travers ces années, de réussir à casser ça. Puis on dirait que quand tu le comprends avec ton cerveau, mentalement, tu le rationalises, ben comme, OK. Ben, puis tu vas chercher tes réponses à tes solutions aussi, là. Moi, trop souvent dans la vie, côté business, c'est vraiment... Côté carrière, c'est vraiment plus rare parce que j'ai tendance à aller vraiment au fond des choses. Mais, tu sais, des petites affaires, mettons, ça, j'ai tendance à les laisser... Tu sais, parce qu'à cause qu'ils prennent pas beaucoup d'espace mentalement, j'ai tendance à les laisser. Puis là, un des trucs que j'essaie de plus faire, c'est justement, tu sais, va au fond des choses. Tu sais, quand une pensée est revenue, tu sais, le lundi, puis après ça, le mardi, puis après ça, le mercredi, puis qu'à toutes les fois, ça m'a comme fait sentir quelque chose que... Oui. Là, je suis comme, OK, tu sais, essaie d'y aller plus loin. Là. OK, bien ça, je pense que je l'ai clairement. Ouais. Comme je suis clairement très, très sensible à ça. Puis... je suis pas capable de me mentir à moi-même. Genre, je le sais, je suis comme, non. Mettons, j'ai un conflit avec mon chum, puis genre, on a eu une discussion, mais est-ce que vraiment j'ai dit tout ce que je voulais vraiment dire? Peut-être pas. Puis là, je suis comme, mais là, je vais revenir le lendemain. Puis je suis comme, non, je vais te dire, j'ai pas tout dit. Je pense que ça m'achale. Puis comme, faut que je sois, tu sais. Fait que je pense que maintenant, oui, je maîtrise cet art d'être bonne à communiquer mes émotions, communiquer... Puis maintenant, mettons, avant, j'ai communiqué quand j'étais plus jeune, boule de feu, ça sonne fort, ça fait mal, tu sais, c'est comme... Mais c'est pas de même que tu te fais entendre. Puis maintenant, avec, comme on dirait, l'âge et l'expérience, j'apprends à prendre cette information, me retirer du terrain de bataille, comprendre pourquoi que ça m'a fait... Ça m'a mis en pétard. Pourquoi vraiment? Ça m'a mis en pétard. Tu sais, comme pourquoi j'étais comme aussi en crise, tu sais, comme le comprendre. OK, ben c'est parce qu'il a utilisé tel mot. Mais pourquoi tel mot, elle me fâche vraiment? Ben parce que ça vient atteindre mon ego ou ça vient atteindre ma fierté ou mes valeurs. Tu sais, tu comprends? Je le décortique peut-être maintenant. Ouais, mon Dieu, tu m'apprends quelque chose. Mais je pense que c'est quasiment des fois rendu too much, là, mais en même temps, comme, écoute, on est toutes too much. Mais, puis t'es une excellente communicatrice. C'est un plaisir de t'écouter. Est-ce que c'est quelque chose que... Parce que j'imagine qu'on fait pas du freestyle jusqu'à 45 ans, là. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser dans peut-être une prochaine transition de Justine Dufour-Lapointe? Ouais. Je pense que c'est clairement là que je sens que la vie m'appelle. J'adore parler. J'ai toujours aimé beaucoup les interviews que j'ai faites quand j'étais jeune. Je me souviens comme à quel point ça me stressait, là. Je veux dire, je sais, mes premières entrevues à 16 ans, là, comme, tu sais, t'es pas bien, là. T'es pas bonne, tu sais pas quoi faire. Mais mon Dieu, j'aimais ça. J'aimais l'adrénaline de performance, de devoir comme, OK, ben je vais te donner mon 100% puis essayer d'être le plus moi-même, d'être drôle, tu sais, d'essayer de tout faire en même temps. Puis à travers les années, je pense que je me suis améliorée puis j'ai développé, évidemment, des skills, mais je pense que ça me fait du bien d'avoir des conversations avec les gens. J'aime
découvrir. Je suis quelqu'un de très curieuse. Puis, j'ai pas de misère à connecter. Tu sais, comme, je pense que quand tu es capable d'être toi à nu, de te rendre vulnérable, ça permet aussi de mettre l'autre énormément Absolument. dans la vulnérabilité. Ben oui. Puis je pense que oui, éventuellement, comme après ma carrière, c'est clair que je me vois là, je me sens bien là, je me sens à ma place quand je peux réussir à m'ouvrir puis à être là, dans cette zone où on À transmettre un message, à toucher les gens. Ouais. Ouais. Est-ce que... C'est quoi tu verrais? Mais j'ai toujours dit que moi, ce que j'aime, c'est de faire, peu importe c'est quoi, quelque chose, de la télévision ou d'être devant la caméra, peu importe, mais que ça soit positif. Puis je pense que pour moi, d'amener du bien aux gens, que ce soit par le rire, que ce soit par des messages inspirants, comme là, ici, aujourd'hui, on fait du bien à des gens. On les rend à l'aise à ne pas se sentir seuls dans tout leur tracas, dans tous leurs doutes qu'on vit tous. Comme on n'est pas obligé de se sentir seul. Puis je pense que pour moi, c'est... Je sais pas encore comment, je sais pas encore quoi. Comme tu dis, là, dans la zone grise, de comme je sais pas où est-ce que ça va se transformer, cette prochaine transition de vie. Mais, tu sais, l'animation, d'être présente à ce niveau-là, c'est sûr que c'est là que je me sens bonne. C'est là que je me sens bien quand je suis en train de performer devant une caméra, que ce soit sous plusieurs rôles. Tu sais, j'ai eu la chance dans les dernières années là, de toucher un petit peu plus, faire de l'animation, de certains podcasts, de certains autres projets. Puis Avec ton documentaire aussi. Là. avec le documentaire, puis d'être plus en plus devant la caméra, puis de réaliser que comme, hey, c'est là que ma place. Puis veut pas continuer aussi, évidemment, peut-être d'autres projets business on the side, mais je pense que principalement, ce qui m'excite et me remplit le plus de bonheur, c'est cette sensation d'adrénaline que de participer, d'être devant la caméra, puis autant que ce soit dans le sport ou même dans l'animation, parce que je pense que veux pas, j'ai un côté de moi que, comme, oui, les gens m'associent avec le sport, mais je pense que c'est plus juste ça non plus que je comprends puis que je veux être. Tu sais, je pense que c'est un humain qui est derrière une paire de skis, là. C'est pas un robot puis c'est pas un super-héros, là. C'est... est-ce que ça t'insécurise, mettons? Ou c'est quoi le sentiment que, mettons... Ouais. Aucunement. C'est drôle, là, parce qu'avant, tu m'aurais posé cette question-là, avant mes jeux de Pyeongchang, excuse-moi, Dieu. Tu m'aurais posé cette question-là avant mes derniers jeux. Je t'aurais dit, hey, je suis insécure à fond parce que veux pas un athlète qui change de carrière, c'est probablement un des défis les plus gros qu'un athlète va vivre. Ouais. Puis maintenant, d'avoir fait déjà là, une première fois un changement de carrière, de l'avoir vécu, de l'avoir fait, puis évidemment là, de l'avoir réussi. Ça t'a mis en confiance. Ça m'a mis en confiance de me dire, hey, pour vrai, finalement, la peur est pas vraie. La vraie question, c'est à se demander c'est quoi vraiment je veux faire. Puis après ça, je vais m'aligner, puis ça va arriver à la façon que ça doit arriver. Puis je pense que ça m'a donné cette confiance-là en moi de plus avoir peur de l'inconnu. Puis maintenant, je pense que je sais vraiment pas c'est quoi qui m'attend, mais ça me dérange pas. Puis c'est correct. Puis quand je serai rendue à traverser la rivière, je vais être rendue là. Mais là, je suis bien, je vis ce que j'ai à vivre dans ma carrière de skieuse, je profite, je saisis le moment. Puis quand je serai rendue à changer de carrière, je serai rendue là. Puis la peur va toujours être un peu là, mais depuis la voir négativement, je pense. Oui, c'est ça. La peur, c'est de se lancer dans quelque chose, c'est pas... je me dis, c'est quelque chose que j'essaie d'expliquer beaucoup à mon fils, mais dans le sens que je fais beaucoup de choses dans ma vie qui me font peur dans mon quotidien, mais je les fais pareil. Puis il y en a plein que j'ai peur puis je les fais pas. oui. Mais j'essaye quand même d'en garder une coupe parce que tu sais, je fais beaucoup de conférences, mais à chaque fois, je suis toujours autant stressée, mais je le fais pareil. Puis ouais. Justine Dufour à la Pointe. Hey, les gens, comme, je suis seule au Québec qui a tout le temps besoin de dire ton prénom et ton nom de famille.
C'est mon nom. Il est Tu vois, long. il va falloir travailler sur ton personal branding. Ou ce que là, dans l'après, ça va être juste Justine. Tu Ouais. sais, comme Céline. Là. Exactement. Juste Justine. I like it. Juste Justine. Hey, ça fait un beau brand en plus. Là. Ce fut... Quel coup de cœur, quel rayon de soleil, quelle fille. J'adore ton mindset. C'est la première fois que j'ai la chance de m'entretenir avec une Olympienne durant 2 heures. Et je vais te dire un sentiment que j'ai, puis que j'espère que les gens aussi à la maison ont, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte qu'on n'était pas si loin que ça, moi et toi, que j'approchais mes projets pas mal de la même façon. Puis, en tant que madame tout le monde, ça me fait vraiment du bien de me dire, hey, je suis quand même, je suis pas si loin d'être une Olympienne. À part comme. Non, mais c'est vrai. Je pense que comme il y a tellement de similitudes, puis il y a tellement de choses qu'on peut apprendre des deux côtés, tu sais, autant comme du monde business, du monde sportif, c'est très, très, très collatéral. Il y a beaucoup de similitudes, puis je pense que comme c'est beau de s'inspirer de l'un et l'autre, puis de partager. Puis c'est tellement, je trouve, important de pouvoir avoir ces moments-là où on peut partager, puis de nous permettre de ne pas se sentir seul. Puis comme on a toutes nos situations, nos univers qui nous appartiennent, mais au fin fond de tout ça, c'est les mêmes discussions. Puis, Je sais, c'est fou. Puis on peut tous s'entraider à travers ce beau chemin qui est la vie. Ben, je te souhaite. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Merci à je toi. Je te souhaite une très belle saison et je vais suivre, je te garantis, croix de bois et croix de fer, Ben là, que sachant je vais que t'aimes écouter le les ski. 7 compétitions. Oh. Je deviens une grande fan à partir de maintenant, puis j'espère qu'on a convaincu plein de monde de devenir des grands fans. Merci beaucoup à toi.